S'il y a une personne qui va pas aimer un film qui est complaisant sur un homme médiocre, c'est moi. Ce que Werner Herzog amène, c'est de la bizarrerie. Il a l'air authentiquement bizarre, ce mec. Moi, j'ai trouvé que c'était un film absolument adorable, quoi. Moi, j'ai vu le film et je me suis pas mise au programme parce que j'ai beaucoup dormi, en fait. C'est presque un film que tu peux écouter sans le voir. Le film de Noël présente cette espèce d'opposition entre tradition et modernité. On passe le bac. C'est sympa Noël, mais c'est encore mieux les films d'horreur. Moi, j'aimerais juste m'excuser auprès de William Lebguil, dont on écorche le nom. William Oh non, tu couperas ça. C'est le film. Mais où est-ce qu'il est, ce camp de Perchman? La Perche est dans le cadre, c'est le podcast cinéma dans lequel on parle vite, mais on prend quand même le temps de débattre des films et séries qui font l'actualité. Le Beau Rôle, c'est le titre d'un premier long métrage réalisé par Victor Rodenbach, mais aussi celui qu'on essaye tous plus ou moins d'endosser pendant les fêtes pour survivre au repas en famille. C'est encore celui que Paul Schrader offre à Richard Gere dans Au Canada, 44 ans après leur collaboration pour American Gigolo, ou celui de narrateur qu'endosse Werner Herzog pour nous raconter le destin tragique d'un couple de vulcanologues dans son documentaire Au cœur des volcans, Requiem pour Katia et Maurice Kraft. À quelques jours du réveillon, nous vous proposons un focus spécial film de Noël pour savoir quoi regarder façon calendrier de l'Avent, et Yuri nous fait un petit cadeau en avance en accordant sa carte blanche à la franchise Jason Bourne. Silence moteur, la perche est dans le cadre mais on s'en fout, on fait de la radio, action! Je commence toutes les semaines par remercier l'entrepôt qui continue de nous accueillir et par vous présenter l'équipe. Enfin, vous commencez à la connaître. Je suis en compagnie de Manon, de Rita, de Romane, de Valentin, de Laurent, de Imen, de Yuri. Félix et Alban vont arriver. On est donc avec l'équipe au complet, quasi complet. Émile n'est pas là. Bonsoir à tout le monde. Et écoute, est-ce qu'on met le petit jingle quand même des... Bien sûr, mettre un jingle. Merveilleux jour que le dimanche. C'est pour moi le plus beau de la semaine. Pourquoi cela, me plaît? Parce qu'il n'y a pas de courrier le dimanche. Je te posais la question parce que c'est pas vraiment un courrier des lecteurs. Pour la deuxième semaine de suite, je vais quand même juste plutôt faire des annonces pour la rentrée. Enfin, on vous remercie de continuer à nous envoyer des petits messages adorables et surtout, évidemment, Yuri, on ne le rappelle jamais suffisamment, continuez de nous suivre, de liker et de commenter sur à peu près toutes les plateformes qui existent, Apple Podcast, Deezer, Spotify et quoi d'autre? Eh bien, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok. N'hésitez pas, on est vraiment très heureux de vous lire, on vous répondra de nouveau à la rentrée. Je voulais juste dire effectivement que c'est la dernière émission en tant que telle avant l'année, mais on a quand même 2 formats qui vont sortir pendant les vacances. On vous fait une émission top flop des films et des séries de l'année 2024, voilà, où on va débattre, on va tous voter et débattre des films et séries dont on a qu'on a particulièrement aimé ou au contraire qui nous ont particulièrement déplu cette année, et un autre format qui s'appelle On tend la perche à Tiffaine Davio, la comédienne qui est venue nous parler du chef-d'œuvre Alien, de sa dernière découverte Birth, et qui est un film donc de Jonathan Glazer, et de sa série Doudou qui est Friends. On en a parlé avec elle et on revient dès le 8. Et entre-temps, on va également rediffuser tous les focus des émissions précédentes, donc depuis septembre, si vous les avez ratés. Donc tous les débats qui ont entouré des questions comme à quoi servent les critiques. Je sais que celui-là a particulièrement intéressé les uns et les autres, mais également notre premier qui était un épisode pilote sur la série Alien qu'on n'a jamais diffusé mais qui était tout à fait intéressant. Enfin bref, il y a plein de choses que vous pouvez vous mettre sous la dent pendant ce réveillon. Voilà. Et je précise que du coup la deuxième émission de rentrée de l'année, le 15, qui aura lieu le 15, sera en public à l'entrepôt, donc n'hésitez pas surtout à venir nous voir. Et Yuri, écoute, avant de parler cinéma, on va parler chiffres. Bon, là c'est le calme plat, mais est-ce que ça peut pas quand même péter un de ces 4 là? Qu'est-ce qui donne ce petit box-office? Est-ce qu'on commence à avoir froid? Alors clairement, on est sur un box-office doudou, sur un box-office pantoufle presque, puisque Vaiana et En Fanfare tiennent le duo gagnant, avec quand même un gros écart entre Vaiana qui continue de tout rafler, qui a dépassé les 5 millions d'entrées cette semaine avec 959 000 entrées à son compteur en 3e semaine d'exploitation. Pas loin derrière, mais quand même loin derrière, avec 271 000 entrées, on a En Fanfare, mais
qui franchit la barre symbolique du million d'entrées, ce qui en fait un succès populaire tout à fait notable. Jamais sans mon psy, voilà. La comédie avec Christian Clavier et Baptiste Le Caplin arrive en 3e position avec seulement 208 000 entrées. Il faut quand même vous rendre compte que c'est un film qui coûte assez cher. Il y a Christian Clavier, patati patata. Donc des effets spéciaux. Oui, il y a la bande-annonce promet des oiseaux lancés contre une vitre. Et du vomi. Mais en tout cas, l'oiseau, c'est drôle, le vomi, chacun en jugera. Et donc, c'est 208 000 entrées en première semaine. C'est quand même un peu une contre-performance pour un film comme celui-ci. Mais ce qui nous rend très, très, très heureux, c'est 20 Dieux, le film de Louise Courvoisier, qui cumule 187 000 entrées pour sa première semaine d'exploitation seulement. C'est ahurissant pour un petit film, un premier film qui sort de nulle part, qui a été fait pour beaucoup de bien la semaine dernière, qui n'a aucune star à son affiche, si ce n'est le comté, et qui par conséquent arrive à fédérer un large public. On lui souhaite une très très belle carrière en salle. Parti comme ça, il pourrait aller taper au moins les 600-700 000 entrées, voire plus. Le sky is the limit. En tout cas, voilà, on est très très content pour le film de Louise Courvoisier, 20 Dieux. Continuez à aller au cinéma pour le voir. En tout cas, petit crash de la semaine, sans mauvais jeu de mots, c'est Syntex qui fait 75 000 entrées pour sa première déception. semaine. 79 000 entrées, pardon, sur sa première semaine, ce qui est vraiment pas tip-top. Voilà. Et on en a parlé aussi la semaine dernière. Roman a tenté vaillamment de le défendre face au reste de l'équipe. Dans les news, Rita, tu voulais nous parler de la Cinémathèque. Oui, mais pas pour forcément que du positif. Je sais. Alors, la Cinémathèque avait programmé le film Dernier Tango à Paris de Bernardo Bertolucci. C'est bien son prénom, je sais pas. Absolument. Oui. Pardon. Il se trouve que, donc, si vous connaissez pas le contexte autour du film, l'actrice Maria Schneider, pendant une scène, n'était pas au courant exactement de ce qui allait se passer. Et en fait, le réalisateur et l'acteur principal Marlon Brando s'étaient mis d'accord pour simuler une scène de sodomie avec une mode de beurre. Voilà, le trigger warning énorme. Et elle n'était pas au courant. Donc, le tournage extrêmement mal passé pour elle, c'est un gros traumatisme, et je vous invite à lire le livre sur sa vie fait par sa nièce, la journaliste Vanessa Schneider. Et donc tout ce contexte pour dire que le film allait être projeté. Généralement, les films à la Cinémathèque sont précédés d'un dialogue, la plupart du temps plus ou moins intéressant, mais enfin généralement c'est présenté les séances. Pour autant, ils n'ont pas annoncé le film, c'était simplement dans une rétrospective Marlon Brando. Suite à quoi, beaucoup de personnes, notamment qui aiment le cinéma et qui se trouvent être des femmes en même temps, on est pas mal à exister, ont flagué la projection sur Internet en disant, sur les réseaux sociaux, en disant « Excusez-moi, est-ce qu'on peut présenter le film avec d'abord une introduction pour rappeler le contexte et rappeler que ce que vous allez voir à l'écran, c'est quand même une agression de Maria Schneider qui n'était pas du tout consentante pour ce qui lui est arrivé, et enfin, c'est vraiment une image assez violente, et juste sachez-le en connaissance de cause avant de voir le film. » Suite à quoi, la Cinémathèque française a dit en ces termes, pour reprendre les mots de Frédéric Bonneau, qui a ensuite dit ouin sur Facebook. Allez lire sa publication si ça vous intéresse, mais c'est vraiment ouin. Qui a cité Catherine Breillat quand même, voilà, qui est pas Catherine la meilleure avocate. Elle-même accusée de violences sexistes et sexuelles sur ses plateaux, donc voilà. Et pour défendre Bertolucci, bref. Et tout ceci s'est conclu par un post très bref de la Cinémathèque qui a simplement dit nous annulons la projection parce que la sécurité de nos équipes et de nos spectateurs est la plus importante, parce que visiblement ils s'attendaient à des harpies hystériques qui allaient venir taper tout le monde. Voilà. Donc moi je trouve ça déprimant à tous les degrés, parce que je suis loin de moi l'idée de dire ne montrons plus ce film, même si moi-même je ne vois pas l'intérêt de le voir, surtout que de ce qu'on m'en dit c'est même pas un bon film. Après ok, montrons-le si on veut, mais il faut que les gens soient au courant avant d'y aller qu'ils vont voir une agression à l'écran, et qu'il y ait une discussion avant le film au moins pour juste rappeler le contexte et pourquoi est-ce que ce film existe, et voilà. Il y a quand même eu un film là-dessus il y a 6 mois. Qui est malheureusement mauvais, mais effectivement. Mais qui raconte quand même cette histoire. Mais en fait, il faut, ce que juste souligner par rapport à ce que tu dis, Rita, c'est que la Cinémathèque, c'est pas n'importe quel cinéma. C'est-à-dire que c'est pas un cinéma de quartier qui diffuse ce film en mode genre bonjour. C'est aussi ça. C'est un film de patrimoine. On a une copie, on veut vous le montrer. C'est la Cinémathèque, elle joue un rôle aussi de construction d'une historiographie du cinéma. C'est-à-dire qu'ils choisissent ceux qu'ils mettent en avant, et ils participent, ce faisant, à la construction d'un corpus de l'histoire du cinéma. Et donc, par conséquent, ne pas du tout problématiser ce film et l'intégrer dans une discussion à minima critique de ce qu'on voit à l'écran, c'est hyper contestable, et c'est pas juste n'importe quel film random qu'on passe dans une rétrospective sur un acteur random. C'est un film qui est précédé de cette affaire, et qui est un peu unique aussi dans l'histoire du cinéma pour cette raison-là. C'est aussi ça, c'est pas simplement un cinéaste cancelled pour ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait, ou pour être même un criminel, ce qui est parfois le cas. C'est vraiment une question de ce qui est montré à l'écran
est une agression. Au-delà de ça, la Cinémathèque française et particulièrement son programmateur actuel, que je ne connais pas, hein, je me mets des gens à... Roger Non, Frédéric Bonneau. C'est pas Jean. Enfin, c'est son chef. Je sais pas. Roger est impliqué dedans. En tout cas, cette personne que je connais pas et que je suis en train de me mettre à dos toute seule, mais c'est pas son premier coup d'essai puisqu'il a voulu projeter un film de Benoît Jacot en mars, après tout ce qui s'est passé. Excellent timing aussi là. Voilà. Suite à quoi, il a pareil annulé le film en disant on m'oblige, je vais plus rien dire. Il y a 5 ans. Alors, tu seras très étonné parce qu'il parle un peu comme ça. Franchement, je ne veux pas l'entendre parce que je le lis suffisamment. Pareil, ils ont fait enfin une rétrospective sur Dorothy Asner, qui est une cinéaste impériale de l'histoire du cinéma, donc très cool. Mais pour la programmer, ils ont dit, je cite, comme on pouvait s'y attendre, Asner a été récupéré par les universitaires et les lesbiennes militantes. C'est pas une blague, c'est vraiment ce qu'il y avait dans le texte d'ouverture en 2017. Donc il y a un problème à la Cinémathèque. Voilà, il va falloir peut-être on leur accordera un focus un jour. Mais en fait, voilà, en tout cas, c'est étonnant. La menace. Comme celui sur les critiques. Vraiment. Écoute, pardon ? Non, mais vraiment, rien ne va dans cette affaire, quoi. Non, mais effectivement, c'est bon. Voilà, pardon pour la news très longue et très déprimante. Non, mais écoute, t'en as très bien parlé. Je crois que Laurent avait une news un peu plus très déprimante. niche. Très déprimante. Mais déprimante elle aussi. Je suis dans le regret de vous annoncer le décès de Jean-Marie Palardy, qui est un réalisateur français. Non, on rigole pas, Yuri. Exceptionnel, non, mais qui est réalisateur de films d'exploitation érotique, connu pour avoir fait les plus grands nanars jamais existants, notamment Whitefire / Le Diamant / Vivre pour survivre, parce que le film a 3 titres, dont un qui n'a strictement aucun sens. Et Vivre pour survivre. Vivre pour survivre, bien sûr. Il y a un James Bond. Ça pourrait. Il a aussi réalisé un autre film qui est devenu en fait presque un mème, dont son nom, qui est L'arrière-train sifflera 3 fois. C'est en fait un personnage qui est fascinant en lui-même, beaucoup plus que pour sa filmographie, où en fait il a fait beaucoup de nanars érotiques complètement cons, journal d'érotique d'un bûcheron ou je ne sais quoi. Mais en fait, c'est vraiment un peu, je trouve que c'est un peu l'incarnation de ce dicton d'Oscar Wilde qui est genre j'ai mis tout mon génie dans ma vie, dans mon œuvre, je n'y ai mis que mon talent. C'est-à-dire que sa vie est complètement incroyable, c'est un mythomane, il est complètement fou, il raconte n'importe quoi. C'est un personnage en lui-même qui est presque plus fascinant que ses films. Enfin, clairement plus fascinant que ses films qui sont débiles. Donc je vous engage en fait à vous intéresser à ce type qui est malheureusement décédé dans un petit documentaire qui a été fait par Nanarland sur Nanaroscope, qui date d'il y a quelques années. Ils ont fait une interview plus longue par écrit de lui, je crois, sur le site Nanarland, qui est incroyable. En fait, on se rend compte que le type raconte un peu n'importe quoi, dit qu'il y a Clint Eastwood qui lui a piqué des idées de films et tout. Enfin, en fait, il est vraiment en lui-même un personnage dingue. Sa filmographie, si c'est votre déviance, vous pouvez y aller. Son personnage est lui-même romanesque au plus haut point. Donc là, je vous engage à s'intéresser à ce type qui est quand même un pan de l'histoire du cinéma, lui tout seul. Et Laurent, je te commande une carte blanche sur cet homme. Un jour peut-être, ouais. Mon fantasme, ce serait de faire un film sur un mec comme lui. Ce serait incroyable. Écoute, je te commande un film sur cet homme, mais ça va probablement prendre un peu plus de temps et demander un peu plus d'argent. On parle justement d'un premier film. Ça s'appelle pas du tout. J'allais dire le beau rôle, mais pas du tout. On commence par Au Canada de Paul. Pardon, mais on a eu une réorganisation de dernier moment. Un jeune réalisateur comme ça qu'on connaît pas trop. Très jeune réalisateur de, je crois, 82 ans. Paul Schrader, Au Canada. On écoute la bande-annonce. I forget why I agreed to do this. Tell me why I agreed to do this. This documentary will record your progress from your arrival in Canada as a draft refugee through your career as a filmmaker. Vieilli Paul Schrader de 4 ans, il est en réalité jeune et à 78 ans seulement. Il a l'âge de Donald Trump, c'est super. Donc 44 ans après American Gigolo, Richard Gere retrouve Paul Schrader pour Au Canada. Gere y interprète le rôle d'un célèbre documentariste canadien en passe de devenir sénile et il accorde une ultime interview à l'un de ses anciens élèves. Cette interview est filmée et en présence de sa dernière épouse qui est incarnée par Uma Thurman. Et cette ultime interview a des airs de confession. Yuri. Ouais, c'est tout le générique de début du film en fait qui est très 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 beau avec une sorte d'enchaînement d'images comme ça, une musique un peu folk, très très mélancolique. Et moi, quand ce film démarre, je me dis ça va être génial. Non, mais vraiment, je me dis il y a la tête de Richard Gere en gros plan qui est vieux, qui arrive, enfin qui vieillit en plus un peu pour le film, mais qui joue un mec qui perd un peu la boule, qui est un peu médiocre, qui a un peu rien à raconter et qui est idolâtré par ces deux étudiants, ces deux anciens étudiants qui viennent faire un film sur lui. Donc t'as tout un jeu comme ça de perspective sur ce personnage. Malheureusement, moi ça tient pas
la longueur, parce que je comprends assez vite où le film veut en venir, à savoir la révélation de la trahison à l'origine, enfin du mensonge à l'origine de la vie de ce type-là. Et ce mensonge, je pense que ça fait un peu partie du projet, étant tellement banal et un peu attendu, je ne comprends pas vraiment pourquoi on lui a consacré tout un film. Et du coup, c'est un peu le souci que moi j'ai avec ce film, c'est que comme je vois très très vite où ça veut en venir, tous les allers-retours, en fait, tout le truc que fait Schrader sur le jeu de la mémoire, sur le fait que faut s'imaginer que c'est parfois Richard Gere qui joue le personnage jeune et parfois c'est Jacob Elordi, et ainsi il essaye un peu de jouer avec la mémoire de ce personnage qui flanche, qui devient un peu sénile et un réel peu ou non. Voilà, et donc en fait il y a plein d'idées comme ça de mise en scène assez belles, une photo très très jolie et un Richard Gere qui emporte le morceau complètement à chaque fois qu'il est à l'écran, enfin, c'est complètement sidérant. Mais voilà, pour moi, il y a quand même un peu un manque sérieux d'intérêt pour ce que raconte cette histoire. En fait, Paul Schrader s'est un peu éloigné de son canevas narratif du vétéran de guerre étant torturé et pétant la gueule à tout le monde à la fin, qui était un peu son schéma depuis tout un tas de films, et notamment sur sa dernière trilogie. Là, on n'a plus vraiment ça. C'est intéressant, mais pour moi, ça tient pas la route. Et pourtant, sénile, lâche, médiocre, Laurent, ce ne sont que des qualificatifs. J'aurais pu jouer ce rôle. Ça me correspond parfaitement. Moi, je suis un peu plus dur que toi, en fait, je crois, malheureusement. C'est-à-dire que pourtant, il est déjà pas très positif. Je trouve que c'est quand même plus faible que ça. C'est-à-dire que c'est vraiment un film de vieux monsieur un peu confus sur un vieux monsieur un peu confus. C'est-à-dire qu'il y a ce côté quand même où on sent qu'il y a la volonté de rendre le film un peu bizarroïde et confus et étrange pour pouvoir mettre en scène la confusion de la mémoire de ce personnage principal qui est, tu l'as dit, extrêmement bien porté par Richard Gere, qu'on n'avait pas vu au cinéma depuis, je sais pas, genre 35 ans. Il était un peu banni d'Hollywood. Ouais, qui avait été un peu banni d'Hollywood, notamment sous parce qu'il avait défendu le Tibet. Bref, et donc moi j'étais très heureux de le revoir, et du coup il a... Ouais, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des moments où ça part un peu en sucette, on comprend, enfin ça n'a pas vraiment de sens, où on voit bien qu'il n'arrive pas bien à maîtriser ses idées de mise en scène pour vraiment faire un truc qui va tenir la route. D'autant que moi, je trouve qu'au-delà du fait que c'est banal et que c'est pas hyper intéressant dans le fond l'histoire de ce personnage, je trouve que le film est quand même très très complaisant vis-à-vis de ce mec qui est quand même une vieille ordure, quoi. C'est-à-dire qu'il est quand même un sale type. C'était mon deuxième point. Mais non, il se transcende par l'art, Laurent, par sa création, enfin. Il a envie de montrer ce type qui justement va... on va dire, j'ai pas trop envie de spoiler, mais qui va dire on va fuir ses responsabilités pour se réaliser dans son art, quitte à abandonner tout le monde derrière, à traiter tout le monde. Moi, je trouve un peu plus ambivalent que ce que tu dis quand même. Moi, je trouve quand même que c'est très complaisant. Il est pas montré comme un mec sympa. Il n'est pas montré comme un mec sympa, mais il est montré comme un type qui a fait les choix qu'il aurait dû faire pour avoir la vie qu'il avait envie de mener. C'est-à-dire qu'il y avait un truc vraiment de ce type qui, genre, pour pouvoir en arriver là où il en est, il a fallu faire des sacrifices, et les sacrifices étaient celui des autres, pas le sien. Mais on montre quand même que c'est un peu un escroc. On montre que c'est pas complètement un escroc quand même. Enfin, moi, je te trouve un peu trop. Je pense qu'au contraire, il y a un côté, je te dis, assez complaisant, quoi, vis-à-vis de ça. Et Schrader, avant d'être un metteur en scène, c'était un scénariste. Rita, alors la mise en scène n'a pas complètement convaincu les deux garçons. Est-ce que le scénario t'a un peu plus convaincu dans effectivement ces différentes trames intermêlées? Et ben moi j'ai beaucoup aimé le film. Ah waouh, d'accord, ah génial. Je serai le saumon cette semaine. Le petit saumon pour référencer qui nage à contre-courant. Je suis la première étonnée. Moi non plus, franchement, Paul Schrader, c'est pas du tout mon cinéma habituellement, même si j'aime bien comment il filme les acteurs, genre Oscar Isaac dans The Card Counter, je crois que ça s'appelait. Ouais. Je trouve ça intéressant. Et là, je voulais vraiment voir Richard Gere, pareil, parce que c'est une personne qui me manque, que je revois très souvent Shall We Dance avec lui et Jennifer Lopez. Je crois que je suis une des seules. Mais ouais, c'est peut-être pas le highlight de sa filmographie. Pour moi, si Sai Hachi, moi c'est quelqu'un ouais, d'accord, tu vas vraiment choisir les codes, quoi. Mais moi j'aime Richard Gere tendrement, mais pour mon enfance, c'est complètement improbable. Et j'étais ravie de le revoir, et pour les mêmes raisons que tu as dit, Yuri, je trouve que c'est vraiment un acteur formidable. Et j'aime beaucoup Jacob Elordi. J'aime beaucoup le fait que personne dans les cinéastes qui l'ont filmé jusqu'à présent ne sait gérer sa taille, parce qu'il fait genre 2 mètres. Et... Là, il y a quand même un truc où Richard Gere fait 1m60 et Elordi fait 1m90. Et moi je trouve ça légendaire déjà de s'en foutre à ce point, mais surtout je trouve ça je trouve ça drôle, parce que dès qu'il sort
d'une voiture, on dirait que c'est une miniature à côté. Enfin bref, c'est pas très intéressant sur le film. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé le scénario effectivement très, très brinque-ballant parce que dans les 10 dernières minutes, tu sens qu'ils veulent, il faut qu'ils bouclent pour que ça soit sous 1h30. Je leur remercie d'ailleurs parce que si ça avait été un fleuve, je pense que j'aurais détesté le film. Mais là, en fait, oui, dès les 5 premières minutes, tu sais que c'est une fraude. Et moi, je pense pas que ce soit un film complaisant parce que, encore une fois, s'il y a une personne qui va pas aimer un film qui est complaisant sur un homme médiocre, c'est moi. Particulièrement un homme qui fait semblant d'être communiste dans les années 60 parce que c'est à la mode. Genre, vraiment, je déteste ce genre de personnage. Mais il y a un truc de... En fait, je saurais pas le décrire autrement que on sent que Paul Schrader a pu être ce genre de personne dans sa jeunesse. Et justement. Oui, mais je pense pas qu'il y ait de complaisance. C'est vraiment genre le moment. En fait, pour vous décrire un petit moment de. On l'excuse quand même, je trouve beaucoup. Ben moi, à la fin, je trouve vraiment que c'est un débile. Genre, j'ai aucune complaisance pour lui. Par contre, j'ai de la compassion pour toutes les femmes du film. Tu vois, qui en plus, et j'aime bien le fait que ça soit pas un film qui soit en mode girl boss. C'est pas, elles ont pas de rôle à jouer en vrai, les actrices. Uma Thurman, elle sert pas à grand chose malheureusement. Parce que dans le dispositif de l'histoire, elle joue sa femme et elle n'est pas au courant. En fait, des secrets de son mari. C'est ça, mais en vrai, ça, on s'en fiche. J'aime bien le fait qu'il c'est un film sur des garçons, et j'aime bien le fait qu'il ne mente pas sur ça, parce qu'en ce moment, j'ai l'impression que tous les réalisateurs de cet âge-là tentent de faire une espèce de comeback où ils se disent qu'ils vont faire un personnage féminin fort, et c'est toujours raté. Là, il y a un truc c'est l'histoire de ce mec nul, qui est médiocre. Et par ailleurs, je trouve qu'ils sont pas complaisants parce que on nous dit bien qu'il est devenu cinéaste de documentaire par hasard, il a réussi, mais enfin. On se fout un peu de sa gueule aussi, les prix qu'il a reçus et tout, c'est à l'échelle du Canada local. Enfin, c'est pas non plus... Oui, il est idolâtré par ses anciens étudiants, pas par le monde entier. C'est pour ça que je trouve qu'il est un peu médiocre. Voilà, et par ailleurs, ses anciens étudiants, pareil, le fait qu'ils reviennent souvent... Enfin, il y a un truc de rôle de genre dans ce film que je trouve intéressant, sur le fait qu'il se juge lui-même quand l'infirmière vient... Enfin, pardon, quand l'assistante micro vient remettre son micro et qui dit est-ce qu'elle sent la merde sur mes fesses et le médicament, est-ce qu'elle sent que je suis un nul, et il veut pas qu'on pleure sur lui, il est vraiment en mode bah voilà, en plus je suis un vieux mec de 80 ans qui se plaint et qui veut draguer une meuf de la vingtaine. Et je pense que c'est une différence d'interprétation parce que clairement on a aimé les mêmes choses, je pense, genre la photo qui est un peu jolie, j'aime bien certaines idées de mise en scène, c'est pas un film grandiose. Par contre, sur l'interprétation de ce qu'il essaye de raconter, je pense qu'il y a un truc où moi je suis vraiment partie dès le départ sur le fait que c'était un mec nul. Et puis je revois Mad Men en ce moment, c'est un peu la fin de la série de Mad Men, de la période, et il y a ce même truc de juger ces hommes qui croient faire le choix moral et noble pour l'art et pour la politique et contre la guerre, et qui en vrai aujourd'hui c'est des boomers nuls qui réalisent que leur vie elle était pas si fun et qu'ils ont fait que tromper leur femme. Et moi j'adore ça personnellement. Laurent ? Non, mais moi je trouve qu'en fait au contraire c'est... Enfin, je trouve que ça essaie de défendre le fait que oui, j'ai été médiocre, enfin tu vois, et que lui-même en fait, en se positionnant comme étant conscient en fait de sa propre médiocrité, ça le montre comme une espèce de personnage un peu touchant et un peu intéressant. Alors qu'en fait, je trouve que c'est un procédé qui est un peu fastoche. En termes de, je veux dire, manipulation de l'audience pour te dire genre ah mais regardez, il a du recul sur lui-même. Il a du recul sur lui-même. En fait, il a fait un peu son truc et que dans le fond, moi je suis pas complètement d'accord que ça le montre comme un gros naze. C'est-à-dire que au contraire, tu sens que quand la manière dont il présente ses films, les trucs où on a un peu l'impression qu'il a une carrière qui a une valeur et qui a des qualités, alors qu'en fait, je trouve que lui. C'est une arnaque. Alors qu'en fait, c'est un peu une arnaque, mais je trouve que le film le montre pas assez. Moi, je trouve que alors il le montre peut-être pas assez. Je trouve que c'est là aussi où ça pêche. Hein. Pour moi, je suis d'accord. Par contre, moi, je l'ai un peu ressenti dans le projet du film. C'est-à-dire que de dire que finalement, il a un peu rien à dire sur ces films. Il est un peu, en effet, moi, je trouve ça assez touchant les deux anciens étudiants qui adorent ce type, qui en fait est médiocre. Moi, j'ai un peu ressenti ça, mais je suis d'accord avec toi. Ça tient pas pour moi la longueur sur l'heure et demie que dure le film. Mais je suis plutôt, en fait, sur le projet, je suis plutôt d'accord avec Rita. Sur l'exécution, je suis plutôt d'accord avec toi, bizarrement. C'est beau ça comme débat. Bah, écoutez, on vous mettra pas d'accord, mais vous êtes d'accord sur les mêmes points. C'est déjà beau, Rita. J'ai juste, en fait, on n'a pas parlé d'une partie assez grande du film c'est un peu un film qui essaie de dire qu'est-ce qui se passe quand t'allumes une caméra, machin. Bon, ça c'est un peu métaphore sur le cinéma, pas si dingue, mais je trouvais ça quand même intéressant que ce mec, il a besoin d'être face à une caméra parce qu'il peut pas dire la vérité à sa femme, et que je trouve que c'est aussi un résumé un peu de sa vie, qu'il a besoin de mettre une caméra entre lui et sa femme pour lui dire les choses. Alors ça, c'est en plus un procédé très schraderien, dans le sens où Schrader, c'est quelqu'un qui a vu son premier film au cinéma à 18 ans, parce qu'il vient d'une famille calviniste hyper hardcore, où en fait le cinéma était genre proscrit, et donc la première fois qu'il voit un film, c'est à 18 ans, et c'est pour lui une espèce de révélation mystique. Donc je pense qu'il a un rapport à l'image qui est un peu
Désolée aux Mais auditeurs. du coup, je viens d'apprendre que tu as vu le film aussi. Alors moi j'ai vu le film et je me suis pas mise au programme parce que j'ai beaucoup dormi en fait face à ce film, dans le sens où il m'a profondément agacée et que donc je crois que j'ai préféré dormir, et donc je suis plutôt du côté de Laurent en fait, où je pense que j'ai pas compris où est-ce que je mettais les pieds et que en effet moi j'ai un peu eu l'impression d'une prise d'otage où on me force un peu à être en empathie avec un personnage que je trouve personnellement odieux, et donc j'ai préféré le sommeil. Voilà. Moi, je pense que ce film, c'est un peu ta kryptonite, Iman. Vraiment. Complètement, c'est ce qu'on Mais c'est disait. censé l'être la mienne aussi. Hein. Bah oui, c'est pour ça que c'est quand même très drôle. Et pourtant, ça a marché. Puis en plus, le générique a commencé, moi, au contraire de Yuri, quand ça a commencé, j'étais là, oh putain, heureusement que c'est 1h30, parce qu'en plus, je tiens à dire, il y a genre 37 producteurs crédités. Je me suis dit, alors là, c'est terminé. Enfin, 37 producteurs, un auteur, fin du monde. Bon, bah écoutez, est-ce que Rita a nagé contre le courant cette semaine, ou est-ce qu'on a un vrai débat? On vous encourage quand même à peut-être voir le film pour vous faire un avis. Écoutez peut-être Rita si vous aimez nager à contre-courant. Un film qui, je pense, vous a un peu plus mis d'accord, mais encore que c'est le beau rôle de Victor Rodenbach. On écoute la bande-annonce. Ok, on y va? Je me présente, je m'appelle Henri. Tes parents étaient fans de Balavoine? C'est un personnage qui est en dépression, Ivanov. Et ça m'a fait penser à Marty McFly dans Retour vers le futur 2. On a créé la Donc compagnie. le beau rôle, c'est l'histoire d'Henri et Nora qui forment un couple à la vie comme à la scène, puisqu'elle met en scène des pièces de théâtre dans lesquelles ils jouent comme comédiens, jusqu'au jour où Henri décroche un premier rôle au cinéma, un rôle qui va mettre en danger leur nouveau spectacle qu'ils sont en train de monter en parallèle, mais aussi l'équilibre de leur couple, Manon. C'est ça, et moi j'ai trouvé que c'était un film absolument genre vraiment adorable, quoi. Vraiment, j'ai passé un trop bon moment devant ce film. Je trouve que le duo d'acteurs est vraiment donc William Lambert et William Laponce est vraiment délicieux. Je trouve ça étonnant qu'on n'ait pas pensé à les réunir avant à l'écran, parce que je trouve qu'ils marchent trop bien. Enfin, la dernière fois qu'on avait vu Vima Laponce dans une comédie romantique avec 1000 guillemets, c'était avec Karim Leclou, et je trouve qu'en fait ça marche vachement mieux. Comédie romantique comme tu oui, y vas. pardon. Tu Enfin, bon, bref, en tout cas dans une histoire d'amour. Vincent doit mourir. Ouais, de Vincent doit mourir. Mais là je trouve qu'avec c'est un film d'horreur quand même. C'est pour ça bon. que j'ai mis 1000 guillemets. En tout cas, il y avait une histoire d'amour avec Karim Leclou. Je trouve que ça marche vraiment super bien avec William Legbill. Il y a vraiment une alchimie entre eux qui nous fait immédiatement croire au fait que c'est une histoire d'amour qui dure depuis de nombreuses années. Et en fait, je trouve qu'on achète leur vieux couple, qui est aussi adorable maintenant qu'on imagine il y a quelques années. Et je pense que si on résume un peu le film, moi je pense que ça peut se situer un peu entre... Enfin, c'est les mêmes enjeux que Septembre sans attendre de Jonas Trueba, mais un peu moins chiant, un peu plus lisible et un peu plus cool. Et un peu Anatomie d'une chute aussi, avec un peu moins d'ego et un peu moins tragique. Voilà. J'aurais pas pensé à ces comparaisons. Alban, est-ce que tu as été toi aussi séduit par le beau rôle? Ouais, complètement. Je l'aimais pas du tout dans les mêmes catégories que ceux de Manon, mais effectivement. C'est pas non plus un film d'horreur. En fait, c'est quand même super dur de pas aimer ce film, quoi. Les deux acteurs, comme tu l'as dit, Manon, c'est eux qui portent vraiment le film, parce que le film est loin d'être parfait. Il y a quand même des trucs en trop, notamment des surimpressions de texte. Enfin bon, bref, ça m'a vraiment gêné. Mais sinon, oui, je me demande comment c'est possible de pas tomber amoureux de Vima Laponce dès qu'elle joue dans un film. Et c'est pareil pour William Legbill. Et franchement, le film est vraiment cute, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est. Je pense que vous êtes là, c'est cute, c'est adorable. Je sais pas si c'est des arguments très valables. Non, mais par-delà, il y a des bonnes idées, enfin, il y a des vraies idées de mise en scène, notamment. Et en fait, ce qui m'a vraiment plu, c'est que c'est annoncé comme une comédie romantique. On va voir une comédie romantique. C'est annoncé avec des blagues. Moi, j'ai vraiment ri. En général, j'ai peur de ne pas rire devant ce genre de film. Là, c'est vraiment hilarant par moment. Et par ailleurs, on est touché. Donc, en fait, ça remplit complètement le pari. Et c'est super chouette de voir un film aussi réjouissant, quoi. Et vous savez que, pardon, le défilé d'images au début de photos, c'est vraiment des vraies images des vraies photos prises dans les offs du tournage. Mais en gros, c'est j'espère vraiment qu'ils sont ensemble. Qu'ils sont ensemble pour de vrai. Ouais. Je crois pas, mais en tout cas, ils s'entendent très bien. Je vous renvoie quand même vers notre focus sur les comédies romantiques. Et moi, j'aimerais juste m'excuser auprès de William Lebguil, dont on écorche le nom. Systématiquement. Voilà, collectivement, depuis le début. William Oh non, tu couperas ça. C'est le B d'abord. Non, le pauvre. Certainement pas, bien, Alban. s'il te plaît, pour corriger le. Lebguil, il s'appelle Lebguil. Lebguil. Imen, justement, Alban disait que c'était très dur de pas vraiment aimer ce film. Est-ce que tu as un cœur de pierre? Alors moi j'ai aimé, mais j'ai aimé la séance en fait, j'ai aimé le moment, mais je dirais pas que j'ai aimé le film en tant que tel. C'est qu'en effet je trouve qu'il y a quelque chose de très confortable parce que c'est tellement attendu, et en fait au-delà d'une comédie romantique, pour moi c'est une comédie de remariage, puisque dès le début on est sur une rupture, et donc tout l'enjeu du film va être est-ce qu'ils se remettent ensemble ou pas. Moi je suis d'accord avec vous, et Vima Laponce c'est quelqu'un que j'aime énormément, et je trouve qu'on lui donne pas du tout suffisamment de rôle, et donc là de la voir à l'écran c'était un vrai plaisir. Il y a Antonia Burezi, c'est toute une team en fait de comédiens qui restent assez niche, et là où on leur propose quand même des rôles principaux et qui sont
sont assez réjouissants. Et moi, c'est plus ça, en fait, qui m'a réjoui, je crois, que l'histoire en tant que telle, que j'ai trouvé quasiment pas suffisante au final, parce qu'en fait, une fois qu'on va au-delà des enjeux de leur histoire d'amour, des enjeux de leur rupture, et on sépare des gens qui ont tout confondu, et donc ça, je trouve ça intéressant. Mais après, c'est vrai que sur toute l'arène, en fait, du théâtre, tout l'enjeu autour de ce premier rôle, etc., j'ai trouvé que c'était quasiment pas assez développé, et donc, à la fin, ça s'est terminé, je me suis un peu dit, d'accord. Voilà, je vais laisser, mais je reviendrai dessus. Je reviendrai là-dessus. Pardon, Laurent, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est que Le Beau Rôle, donc c'est un premier film en tant que réalisateur pour Victor Rodenbach. En revanche, c'est un scénariste qui travaille quand même. Il travaille à la télé depuis un bon moment. C'est lui qui a piloté la dernière saison de 10%, notamment. Il a un Emmy Award d'ailleurs pour ça. Bravo à lui. Ni plus ni moins. C'est aussi quelqu'un que je connais personnellement. Ah, et bien. Donc j'en parle un peu comme ça parce que je pense que j'ai un avis un peu biaisé sur le film que je connais depuis très longtemps. Bon, je fréquente pas beaucoup, mais que je connais. C'est pas mon meilleur pote, quoi, mais je le connais, je veux dire. Et mais donc, le film est autobiographique, c'est ça? Je pense que le film est un peu autobiographique. En fait, c'est toi, Vima Laponce. C'est moi, Vima Laponce. Non, et surtout, en fait, ce qui, moi, m'a touché, en fait, personnellement, et c'est, je pense, pour ça aussi que j'ai un avis un peu biaisé, c'est que moi, j'ai retrouvé Victor dans le film. C'est-à-dire que je trouve que l'humour pince sans rire qu'on voit dans le film, la manière, l'espèce de nonchalance, l'espèce de pas de côté qu'il y a un peu tout le temps sur ce qu'il fait, représente bien l'image que moi, j'ai de lui. Et c'est vrai que ça me touche parce que j'ai l'impression de retrouver un vieux pote, quoi. Donc, ce qui fait que c'est un peu particulier. Mais je suis assez d'accord avec vous. Moi, je trouve que le film fonctionne bien parce que, en réalité, Victor est plutôt un scénariste à la base. Donc, le film est quand même plutôt bien écrit, même si je suis d'accord qu'il y a des faiblesses. Et qu'il y a en effet des choses que je trouve pas très bien développées, qu'il y a des machins qui sont pas hyper bien construits, mais il y a quand même beaucoup de force, notamment sur la création des personnages. C'est-à-dire qu'au-delà des acteurs qui sont vraiment tous très bons, et surtout le duo principal que je trouve brillant, il y a un vrai travail intéressant sur les personnages qui ont tous la particularité de n'avoir aucune mauvaise intention, quel qu'il soit. Et ça, je trouve que c'est assez touchant parce que c'est relativement rare en fait de montrer ça au cinéma et relativement juste. La plupart des gens, quand ils font des saloperies, c'est pas par mauvaise intention en fait. Et donc il y a cette dimension-là qui est assez bien prise en compte dans le film, qui rend en fait tout ça bien fait et assez intéressant. Et il y a aussi, je trouve, tout un discours qui, moi, m'a plus fait penser à La La Land, en fait. C'est une espèce d'anti-La La Land, je trouve, ce film, sur la manière dont on gère la célébrité et les rapports amoureux et le travail. Et je trouve que c'est assez bien foutu pour ça. D'autant que je trouve ça drôle, en fait. Je trouve que c'est assez rare, finalement, de faire des comédies romantiques très françaises, un peu auteur, parce que ça reste quand même dans ce genre-là, avec ce que ça implique aussi comme cinéma. C'est-à-dire qu'il faut aussi, à mon avis, aller voir ce film en ayant ce genre d'attente. Je trouve que l'humour tombe juste et que c'est vraiment bien fait aussi pour ça. Dans l'absolu, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que tu dis que c'est un film anecdotique, je trouve ça un peu dur, mais que c'est un film qui a pas des ambitions extraordinaires, qui a pas envie d'être un truc dont on va se remémorer. C'est pas un truc de prouveur, quoi. Il a juste fait un film qui a voulu raconter cette histoire qui est, je trouve, assez intelligente et assez touchante. Et donc pour moi, c'est plutôt un premier film vraiment réussi. Ouais. En fait, moi, je revenais sur ce que tu disais, Emen. Effectivement, quand on sort du film, une fois qu'on a dit que les deux acteurs sont fantastiques et qu'on va accrocher forcément à cette histoire d'amour-là, effectivement, il y a une sorte de ok, c'était juste ça, tu vois. Et en même temps, je trouve que il y a des scènes qui devraient durer plus longtemps, tu vois, quand ils sont notamment chez Annette, chez la grand-mère, ou quand ils se retrouvent, ou quand il y a vraiment des scènes d'amour entre les deux personnages. Moi, je trouve ça presque frustrant de pas en voir un petit peu plus, de pas un petit peu, même entre eux, de pas creuser vraiment plus cette relation-là. Parce qu'en fait elle est géniale et t'as envie de les voir tout le temps à l'écran, etc. Il y a des personnages aussi qui sont un peu sous-développé, notamment le personnage de l'acteur star, dont j'ai oublié complètement le nom. Jérémy l'acteur. Jérémy. Oui, pardon, c'est Jérémy Laheurte, le comédien. Qui est pour le coup assez anecdotique. Enfin, le personnage est assez anecdotique et c'est dommage parce qu'il y avait énormément de choses à dire. Par contre, moi, j'ai aimé aussi les sortes de petites références que le réal fait. Je le connais pas, donc je sais pas si ça fait partie de ses rêves ou pas, mais il te fait une masterclass de Bruno Podalides en réalisateur paumé, qui est juste génial, tu vois. Et moi, ça m'a fait vraiment plaisir de le voir là. Et en fait, je trouve qu'il y a plein de petites idées, ou même quand ça gueule sur le plateau, sur le décorateur. Enfin bon, en fait, c'est drôle. Vraiment, c'est drôle et je vous encourage à voir ce film pour ça. Moi, là, je trouve le film est intelligent. Effectivement, il est assez convenu, je sais pas, prévisible, mais en même temps, je trouve qu'il fait les bons pas de côté qu'il faut. C'est-à-dire que, déjà, je trouve que ça se passe dans un milieu qu'on n'a pas tant l'habitude de voir. C'est le théâtre de subventionné public en province, à Reims et tout. Enfin, on sort un peu de l'intelligentsia parisienne dès qu'on parle de cinéma. Voilà, c'est la province et c'est genre des gens passionnés
par ça. Et je trouve aussi, ce qui est assez intéressant, c'est comment il inverse un peu les rôles entre la muse et le... Enfin, tu vois, c'est vraiment elle qui peut être un peu toxique vis-à-vis de lui quand même, à pas vouloir le laisser partir et voler aussi de ses propres ailes. C'est vrai que les rôles sont inversés par rapport à complètement ce qu'on inversés. pourrait attendre. C'est un peu la metteuse en scène un peu tyrannique des fois. Et j'ai trouvé que tous ces pas de côté en font un film qui est quand même hyper juste sur le couple au travail, etc. Et puis des personnages secondaires. Moi, je veux voir Salif Cissé dans toutes les comédies françaises. J'aime trop cet acteur. Le gars à l'abordage. Ouais. En fait, c'est beaucoup de comédiens de théâtre qu'il a pris pour jouer tous ces seconds rôles. Et... En fait, pour revenir un peu sur ce que tu dis, peut-être le truc que moi je trouve un tout petit peu irritant, parce que c'est quand même un truc assez classique, c'est au contraire, tu vois, les cinéastes qui font des films sur le cinéma, tu vois, le truc où ils font des films sur les milieux de la culture avec ces gens-là, de ces portraits-là, de ces personnages-là, qui est un peu quand même, je trouve un peu convenu, et qui est pas toujours très intéressant. Là, je trouve que ça passe parce que en fait, ce qu'il raconte est plus profond et plus drôle. Et plus universel, c'est comme une histoire de couple. Universal, voilà, il y a quand même autre chose. C'est pas juste le milieu de la culture qui se regarde en tant que milieu de la culture, c'est un peu plus. Mais c'est vrai que ça, je pense qu'il y a des gens en fait pour qui ça pourrait avoir un peu de mal en fait à rentrer là-dedans parce que Oui, mais tu te raccroches à la comédie romantique. Oui, si à la rigueur ça t'intéresse pas le théâtre. Oui, c'est ça. Ouais, non, mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est justement ce que vous avez dit, c'est qu'on sent que c'est un mec qui a une trentaine, quarantaine d'années et du coup qui fait un peu son film avec des gens d'une trentaine, une quarantaine d'années et qui montre quelque chose de beaucoup plus contemporain. Enfin, comme tu l'as dit, à la fois dans les rapports, mais à la fois aussi dans juste le discours sur l'amour, en fait, que j'ai trouvé hyper jeune et extrêmement moderne, sans en faire des tonnes. C'est pas vieux, 30 ans, hein. Non mais je m'en rapproche. Non mais c'est pas bien, mais ce que je veux dire c'est qu'en fait les discours sur l'amour dans le cinéma c'est surtout pris d'assaut par des gens d'une cinquantaine, soixantaine d'années qui fantasment complètement l'amour dans leur jeunesse. C'est toujours un peu les mêmes films. Là je trouve qu'il y a quand même un regard qui est un peu différent et qui est intéressant et il y a surtout une énergie je trouve qu'on sent et qui moi m'a accroché et où la drôlerie quasiment moi ça a pas été tant dans le scénario, dans les répliques que dans le fait que les acteurs passent quasiment le film à se marrer en fait et qu'il y a un truc qui était contagieux entre guillemets où du coup moi j'ai plus ri à voir Vima Laponce rire avec William Legbill on va plus oser prononcer son nom de famille à partir de William avec William et où là c'est dans ces regards là où en fait il y a des choses hyper touchantes aussi qui se nichent et on n'a pas parlé de la mise en scène mais il y a aussi des partis pris esthétiques où on aime ou on n'aime pas mais il y a quand même un truc un peu pop quand même qui se joue là et qui fait que c'est assez plaisant. Pareil la bande son c'est genre Jeanne Haddad, c'est Bonnie Banane, enfin il y a un truc qui je trouve est un peu rafraîchissant quand même et où du coup en l'état ça fait une chouette comédie mais qui moi personnellement m'a pas touché non plus. Moi c'est ce qui m'a un peu gêné justement. C'est juste le décor un peu pop, on s'adresse à un type de personnes qui connaissent Bonnie Banane parce que c'est l'ouverture. Mais là je le cite parce que je reconnais mais je pense que n'importe qui pourra juste dire que c'est de la bonne musique ou pas d'ailleurs. Ou pas, ouais. Sans le débat qui se déporte. Moi, ce qui me déçoit peut-être un peu, c'est que le film est très mal distribué, je trouve. C'est 3 salles à Paris. Salles dans Paris. Un pâté, un UGC, il y a quoi, il y a 108 ou 118 écrans en France, ce qui est quand même pas terrible. Et je trouve que le film mérite mieux parce que, tu vois, c'est un premier film d'un jeune réalisateur qui a jamais de film, qui vient pas complètement de nulle part non plus. Parce que bon, il a quand même une carrière en télé et je trouve ça incroyable qu'on laisse pas plus sa chance quoi, à un type comme ça pour faire un film avec un aussi joli casting et qui finalement fonctionne plutôt pas mal. C'est 1000 fois mieux que plein de films français qui sortent toute l'année et qui sont distribués. C'est-à-dire que moi je préfère qu'on brûle Emmanuel Mouret pour laisser Victor. Alors là ça reste un terrain personnel pour Alban. Je sais, ça troll, mais tu vois. Même Imen l'a défendu, mais Imen aime bien Emmanuel Mouret. Tout à fait. Écoutez, on vous encourage à découvrir le cinéma d'Emmanuel Mouret. Non, je rigole. Le beau rôle. Bah si, aussi, mais en vrai. aussi, bien sûr. Non, quand même. Le truc devient personnel. Quoi. Le beau rôle qui est donc un mix entre La La Land, Septembre sans attendre et Vincent doit mourir, pas du tout. C'est une comédie romantique à voir donc dans quelques salles à Paris et dans toute la France, mais donc assez difficilement trouvable puisque très peu distribué. On s'encourage à y aller vite. Et on va tout de suite passer au focus. Focus sur les films de Noël. Petit jingle. Ce film a confondu mon histoire et celle de ma sœur Colette qui a effectivement épousé Monsieur McBurett. Monsieur McBurett qui est l'aviateur anglais. Voilà. On va donc parler des films de Noël. C'est quoi les films de Noël ? On va en discuter parce que ça peut être beaucoup de choses à la fois. Alban, ou plutôt Docteur Alban, va d'abord nous faire un petit historique, comme chaque semaine ou presque, des films de Noël. Ça existe depuis quasiment le début du cinéma. Alors ouais, effectivement, mais en préambule, j'aimerais dire que c'est quand même un terrain qui est assez vierge. Enfin, je veux dire, il y a très peu d'études sur le cinéma de Noël. Enfin, on a plein de listes de films en fait sur les top 100, les top
top 30 de films de Noël, mais on ne sait pas vraiment historiquement où est-ce que ça prend racine, etc. Et tu peux en faire une nouvelle thèse. Oui, bien sûr. T'as envie de repartir pour 5 ans. Et effectivement, ça commence alors avec un film qui s'appellerait Santa Claus de George Albert Smith en 1898. Et en France, forcément, à chaque fois, on commence par Méliès. Donc Méliès a fait le film de Noël. Avec Rêve de Noël en 1900. Et ensuite, quelques années plus tard, Alice Guy, 1906, a tourné elle aussi son premier film de Noël pour Gaumont, qui s'appelait Le Noël de Monsieur le Curé. Et ensuite, dans les années 20, dans les années 30, on va avoir de plus en plus d'adaptations d'histoires de Noël, mais qui étaient déjà populaires. Nombreuses adaptations de Dickens, notamment Carol et d'autres films, d'autres ouvrages assez célèbres de Dickens. Et c'est vraiment à partir des années 40-50 que là va y avoir une vraie explosion du film de Noël américain hollywoodien, qui va rentrer complètement dans la culture de masse et qui va ensuite faire se retrouver les familles autour d'un film chez eux pour regarder notamment La vie est belle, Capra, Miracle on the 34th Street, White Christmas, Home Alone forcément après, mais beaucoup plus tard. Home Alone, donc Maman j'ai raté l'avion. Ce qui est intéressant aussi, c'est que des films de Noël, notamment un film qui s'appelait Merlus de Marcel Pagnol, 1935, a été adapté l'an dernier par Alexander Payne pour faire Winter Break, donc c'est devenu des films... C'est une adaptation de Pagnol, Winter Break. C'est inspiré de Pagnol, okay. mais le film de Pagnol se passe pendant les fêtes de Noël, dans un... peut-être pas, c'est à Boston. Je pense pas à Boston, non. C'est à Boston. Presque. Et au-delà de ça, je trouve que ce qui serait intéressant, parce qu'en fait j'ai parlé avec une amie récemment qui a fait une thèse sur le cinéma chez soi, c'est-à-dire le premier cinéma amateur dans les années 20-30 avec les premiers formats miniatures de pâté. Et peut-être ça serait intéressant de montrer dans les familles, si ils avaient pris l'habitude de faire des films de famille, de les projeter en famille pendant les fêtes, etc. Ça serait, je pense, une étude assez rigolote à faire pour voir si vraiment cette idée-là de se retrouver autour d'un bon film à Noël était déjà présent dans les foyers dès le début du cinéma. Et ben, on vous encourage à faire une thèse sur le sujet. On va peut-être s'intéresser aux différents genres, parce que les films de Noël, c'est très vaste, Roman. Bah, surtout, c'est le film de Noël, bizarrement, on dit ça comme si c'était un genre en soi, c'en est pas vraiment un. Je trouve qu'il y a pas vraiment de manière de faire un film de Noël exactement pareil, c'est tout le temps assez différent, et surtout c'est vraiment du coup un espèce de terrain de jeu pour les cinéastes qui veulent explorer, qui prennent l'événement de Noël et qui en fait à partir de là vont créer une narration et du coup peut-être implanter autre chose comme genre, et donc ça s'est fait énormément. Le plus commun, je dirais que c'est quand même la... Félix est en train de casser le studio. C'est parce qu'il n'aime pas la comédie romantique, j'allais dire. Du coup c'est vraiment la rom-com, je trouve, qui s'empare peut-être le plus de cet événement de Noël par rapport qui se sert en fait de l'événement de Noël et de la situation familiale pour créer justement des romances autour de ça. Il y a évidemment Love Actually, The Holidays, Happiest Season plus récemment, donc c'est vrai qu'on en connaît peut-être une majorité. Il y a évidemment la comédie plutôt de famille, donc c'est ce qu'on disait avec Maman j'ai raté l'avion, c'est quelque chose qui vraiment parle de la famille, des conflits familiaux ou alors des espèces de secrets familiaux qui peuvent aussi ressortir pendant cette période. Le drame avec un conte de Noël. Oh ouais, ça, c'est pour ça que je le cite pas. Le drame évidemment avec Carol, ou alors par exemple The Family Store. Il y a plein de films comme ça, les films d'action aussi qui vont s'emparer de Noël, et c'est tout le temps en fait un peu le pilier. Moi je trouve que c'est ça qui fait peut-être un bon film de Noël, c'est quand on nous raconte pas vraiment Noël, c'est qu'on nous raconte autre chose à côté, qu'on se sert de cet événement-là pour créer une narration autour, pour faire plutôt exacerber d'autres intrigues en fait derrière ça. Les films d'action comme Die Hard, Au revoir à jamais, qui est presque mon favori, je pense, et aussi des films d'horreur, les Gremlins. Enfin, en fait, tous les genres s'emparent vraiment de cet événement pour créer autre chose. Ce qui est hyper intéressant aussi sur les films de Noël, c'est que au départ, oui, il y avait un peu une formule, et notamment Alban rappelait le fait que ça a explosé pendant les années 40-50. C'était très teinté de sentimentalisme protestant. En fait, c'était des films, un peu comme sur le focus comédie musicale, on a aussi parlé du fait que c'était des films d'échappement parce qu'il y avait la guerre. Et en fait, les films de Noël, c'est le retour de la guerre, et c'est la bonne famille américaine vendue mondialement comme l'American Dream, quoi. Donc il y a beaucoup de films. Il y a par exemple, je pense à The Bishop's Wife, dont malheureusement je n'ai pas le titre VF, qui est un film horrible, mais sur Cary Grant. Comme ça pourrait être un film de Jean-Marie Palardi, tu vois. C'est très vrai. C'est donc la femme du pasteur, et c'est joué par Cary Grant, si je dis pas de bêtises. En VF, ce serait
Oni soit qui mal y pense. Wow. Ouais. Bah, je l'ai vu. En fait, j'ai vu ce film un mois d'août dans un cinéma indépendant parisien à 14h. Je vais vous dire, ça ne met pas dans l'esprit de Noël. Hein. C'est vraiment un film donc entièrement religieux et je reviens sur ça donc parce que au départ c'était des films un peu religieux et pour dire parce que Noël il faut se retrouver en famille, c'est le moment de l'année où on pense aux autres, à ceux qui ont moins, machin. C'est tout le propos de La Vie est belle de Capra. Exactement, ou de Christmas Carol donc de Dickens qui a été repris. Si vous pensez que vous avez jamais vu ce film, vous l'avez forcément vu d'une manière ou d'une autre. Moi j'ai grandi avec celui de l'adaptation Barbie et l'adaptation Mickey. Il y a une adaptation Barbie. Non mais il y a des adaptations de tout ce enfin déjà il y a 37 films et on y reviendra mais des téléfilms adaptés de ce genre-là. En tout cas, c'est des films qui ensuite sont passés dans le post-capitalisme aussi et qui sont devenus donc plein de films de genres différents et aussi des films, comme tu disais, on voit les secrets de famille parce qu'il y a un moment où c'était donc la famille comme noyau dur des relations sociales. Aujourd'hui, les films de Noël, c'est souvent j'ai la flemme de rentrer chez mes parents, je sais que ça va être la merde, j'ai pas envie de présenter ma partenaire, j'ai pas envie de toutes les merdes qui vont ressortir, de l'oncle raciste à table, enfin des trucs comme ça. Et c'est pour ça que je citais un conte de Noël que toi tu adores, je crois, Alban, qui effectivement serait presque un anti-film de Noël. Et on y vient, Félix, puisque disons qu'il y a les films de Noël et puis il y a vraiment les anti-films de Noël qui est quasiment un genre parallèle. Ouais, un sous-genre, mais du coup c'est très bien parce que c'est une bonne lancée. Ça existe d'abord en littérature. Vous avez parlé de Dickens avec effectivement Un chant de Noël et du coup évidemment Scrooge. On peut citer Le Grinch aussi de Dr Seuss, et en fait c'est deux livres qui ont été maintes fois adaptés au cinéma, donc c'est pour ça que je me permets de les citer. Alors un anti-film de Noël, qu'est-ce que c'est ? Comme tu disais Rita, comme il y a une espèce de constat sur la famille, quelque chose de très rassembleur. Évidemment, il y a des gens qui vont s'amuser à tout faire péter. Il y a un côté très transgressif, subversif. Le but, c'est de détourner les tropes traditionnelles des films de Noël. En gros, il y a Noël, mais pas l'esprit. Voilà. Alors, j'ai essayé de chercher, pour faire mon Docteur Alban, le premier film anti-Noël. Et en fait, techniquement, on pourrait presque dire que c'est La Vie est belle de Frank Capra, parce que, donc sorti en 1946, parce que on est sur une subversion émotionnelle. Il n'y a pas complètement le côté film doudou. Mais on n'est pas non plus dans la déconstruction des codes, voilà, du film de Noël. Le vrai premier, anti-film de Noël, c'est Black Christmas, sorti en 1974, de Bob Clark. C'est pour ça que je suis là et que je voulais vous en parler, parce que c'est sympa Noël, mais c'est encore mieux les films d'horreur. C'est une blague. Et en fait, du coup, c'est le premier effectivement qui déconstruit du coup l'esprit de Noël, un peu dans une démarche anticapitaliste, parce que évidemment c'est très rattaché à une forme de consumérisme. Et de toute façon, les années 70 pour le cinéma d'horreur, c'est quand même vachement, ça s'établit contre ça. Et en fait, ce qui est assez merveilleux et le point d'histoire que je veux faire, c'est que non seulement c'est le premier anti-film de Noël, mais c'est aussi le premier film d'un genre qui a été extrêmement populaire dans le film d'horreur, à savoir le slasher. Donc du coup, c'est quand même assez beau que ça soit ce film-là qui soit et l'anti-film de Noël et le slasher. Bref, donc depuis, il y en a eu plein. Donc Terrifier 3 dans plein de registres effectivement Terrifier, mais Roman en a un petit peu parlé, parce qu'il n'y a pas que de l'horreur, il y a aussi par exemple Gremlins qui flirte avec le fantastique et la comédie, voilà exactement. C'est de l'horreur à mon niveau. Oui, c'est de l'horreur Gremlins, non? Moi ça m'a traumatisé. Pourquoi à ton niveau Rita c'est de l'horreur? Chacun son. Die Hard aussi, donc t'en as parlé. On peut citer L'étrange Noël de Monsieur Jack évidemment, ou même Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick, sorti en 99, avec sa magnifique affiche alternative qui justement vend le film comme un pur film de Noël. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais c'est Tom Cruise qui se la joue Sarkozy parce qu'il est tout petit. Il est sur un empilement de 3 cadeaux pour essayer de faire justement la taille de Nicole Kidman, et les deux sont emballés dans une espèce de ruban de cadeaux. Oui. Sur Letterboxd, vous pouvez chercher, il y a une liste qui s'appelle, je vais la traduire parce que c'est en anglais, affiche de film de Noël où un couple hétérosexuel est sur un fond blanc avec de l'écriture rouge et verte et un ruban. C'est parfait. C'est voilà. 1000%. Non mais la liste, il y a 200 films dedans, enfin c'est assez légendaire. Et Eyes Wide Shut, voilà, tourne complètement ridicule ça. Et parce que c'est vrai que c'est devenu presque un argument marketing maintenant de faire un anti-film de Noël, parce que la tradition se perpétue, mais on n'a pas forcément envie d'inclure Noël dans les films. Donc il y a beaucoup de films qui sortent maintenant à Noël qui ne parlent pas vraiment de Noël, mais qui se positionnent comme des films d'horreur ou des trucs qui vont à l'encontre du côté doudou. On a donc Nosferatu par exemple qui sort la semaine prochaine, voilà, petit point culture, et surtout par exemple un film qui s'appelle Dragon Tattoo de David Fincher qui est sorti en 2011. Alors Millennium en français ouais. Tout à fait, et je vous invite du coup à regarder le teaser de Millennium qui déjà est un teaser extraordinaire. Voilà, regardez le film aussi, c'est un bon film. Et effectivement, et qui vendait complètement le film justement comme un anti-film de Noël. Ça faisait vraiment intégralement partie dans le marketing. Ah bon, après le film the feel bad movie of the year. Exact, enfin of Christmas, je crois, un truc comme ça. Mais bon, le film a flop, donc visiblement l'esprit de Noël marchait encore en 2011, peut-être moins en 2024, enfin presque 25. Oui, moi c'était pour rajouter sur le point en fait des anti-films. Je pense que hormis les films américains qui marchent en France, celui qui marche le plus c'est Le Père Noël est une ordure, ouais. Qui repasse en fait tout le temps, et c'est quand même
le pire anti-film de Noël. Enfin, je veux dire, c'est un film Rita, tu viens de terriblement faire les pouces cruel. en bas, tu sors de cette table. C'est un film cruel, c'est un film méchant, Mais et effectivement, c'est assez étrange que ce film soit programmé à Noël. La France, sur les plateaux entière télé, regarde ça à et Noël. que quand c'est pas le film, c'est la pièce de théâtre. Enfin, c'est assez mystérieux, quoi. Mais en même temps, c'est incroyable. Mais pour moi, ça rejoint tout ce qu'on dit. Enfin, ce que je pense très sincèrement sur le cynisme par rapport à ça, parce qu'on est incapable de faire une comédie romantique sans que ça soit en vrai un peu triste, une comédie musicale sans qu'en vrai on s'en foute un peu de la gueule, et une film de Noël, il faut que ça soit cynique et méchant. Voilà. Bah, en même temps, excuse-moi, c'est un des meilleurs films de Noël. Je déteste ce film, pardon. Bah, oui, moi, c'est un de mes films de Noël préférés. Sujet. Roman, tu voulais dire quelque chose? Ouais, je voulais juste rebondir sur le fait que c'est vrai que c'est très juste l'idée qu'on a vraiment évolué par rapport. Enfin, on a parlé un peu de l'histoire des films de Noël, mais parce que l'idée de base, c'est qu'est-ce qu'on veut voir dans un film de Noël, c'est l'idée de tradition. Mais aujourd'hui, je pense que ça a vachement évolué. On essaye de voir plutôt le contraste entre quelque chose qui est quelque chose de traditionnel, donc Noël, et le contraste avec qu'est-ce qui est moderne, c'est-à-dire le récit autour de ça. Comment est-ce qu'il a changé? Parce que la fête en soi ne change pas et a priori ne changera jamais dans les films. Elle est souvent représentée quand même tout le temps de la même manière. C'est on ouvre des cadeaux et on mange un bon dîner. Enfin, ça reste immuable. En revanche, tout ce qui se passe autour, c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, de regarder comment est-ce que le film de Noël est présenté et présente cette espèce d'opposition entre tradition et modernité. Et est-ce que ça va encore ensemble ou pas, quoi? On passe le bac entre tradition et modernité. Félix parlait de consumérisme, de marketing, et justement, Rita, le film de Noël, on en parlait. Alors, il y a le film de Noël en tant que tel, mais en fait, il y a les téléfilms de Noël. Tout ça, c'est une économie en réalité, surtout aux États-Unis, un petit peu en France. Pour le coup, aux États-Unis, il y a une marque qui s'appelle Hallmark, qui est une marque au départ de cartes de vœux, donc vraiment, vous pouvez en trouver dans n'importe quel supermarché en France. D'ailleurs, il y en a beaucoup. Et après, ils ont eu tellement d'argent qu'ils se sont dit la télévision, et ils ont créé une chaîne, donc The Hallmark Channel, qui passe toute l'année des films très pleins de bons sentiments, Ils sont pas distribués en France. Alors, parfois, en fait, si vous regardez, ça existe plus trop aujourd'hui, mais avant, il y avait Un jour une histoire sur M6 qui diffusait des films, des téléfilms américains très mal doublés, mais qui sont une manière de commencer sa cinéphilie que je recommande. En tout cas, pendant les fêtes, par contre, ça a été repris pour le coup en France. On a pléthore de films de Noël de M6. C'est comme ça que je pense qu'ils sont appelés universellement. Et ces films-là sont des films de Hallmark. Et effectivement, ils ont toute une économie parce que ce sont des films qui sont produits pour très peu d'argent, qui créent les acteurs de classe moyenne qui n'existent plus trop aujourd'hui à Hollywood, c'est-à-dire c'est des gens qui peuvent vivoter de ça, enfin même plutôt bien vivre de ça. C'est des films qui sont tournés en studio, généralement vers Vancouver ou Atlanta. En plein été. En plein été. C'est des films où les gens les font à la chaîne, et donc il y a des acteurs et actrices qui sont reconnaissables. Par exemple, on parlait de Lacey Chabert, qui est dans Hot Frosty, dont je vous ai parlé il y a quelques semaines. Et qui est dans Mean Girls. Et qui est dans Mean Girls. Voilà. Une des trois. Et en fait, ce sont des films où on retrouve beaucoup de personnes qui étaient connues dans les années 90-2000, ou de personnes qui ont jamais été vraiment connues, qui font ces films-là à la chaîne. C'est des scénarios qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne sont pas écrits par des intelligences artificielles. Je vois ça un peu traîner sur les internets. Non, en vrai, c'est juste des scénaristes qui gagnent. C'est un gagne-pain comme un autre. Et c'est pour ça qu'ils se permettent de faire des fantaisies comme Hot Frosty sur Netflix. Tu peux nous rappeler le pitch? Hot Frosty, c'est un bonhomme de neige qui prend vie et qui est sexy, mais il risque de fondre. Un homme très sexy. Il s'approche du feu. Très sexy. En tout cas, c'est des films qui sont très formatés, effectivement, ou qui sont faits à la chaîne, un peu comme on pouvait faire les films dans le vieil Hollywood d'il y a presque 100 ans, où en fait, on match un scénariste avec un réal et avec des acteurs et des actrices, et le film est fait en 3 mois, limite, et on en fait à la chaîne comme ça pour les diffuser. On diffusait 10 par jour pendant la période entre globalement le 30 octobre et le 15 janvier. Et c'est une manière assez rentable de faire du cinéma, ou plutôt de faire de la télévision, du coup. Et ça existe aussi en France, puisqu'en France, M6 et TF1 ont quand même leurs films de Noël. Et oui. Français ? Oui. Bien sûr, il y en a eu là l'année dernière avec Thomas Sisley, qui a une histoire d'amour. Mais je dois voir ça. Il y a une question d'échelle. Je pense que c'est quand même parce que pour le coup, la France a acheté en masse quand même des films américains, de Hallmark ou d'autres sous-studios. Mais c'est un peu. Je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, et d'ailleurs, vous mentionnez le fait que c'est une question à la base de moralité. Hallmark, la chaîne, à la base, c'était une chaîne protestante, c'était une chaîne extrêmement religieuse et qui a pris après un tournant vers le cinéma dans les années 2000 en étant racheté, mais qui a mis du temps à trouver sa marque et qui s'est dit qu'effectivement, en fait, vendre des cartes, à quel moment est-ce qu'on pouvait vendre le plus de cartes ? À Noël. Donc, à quel moment est-ce qu'on aurait intérêt à insister sur la qualité et la nécessité pour une société d'avoir des traditions à Noël. Et ben voilà, donc c'est à ce moment-là, donc on fait des films. Donc c'est un peu comme Disneyland, on a fait une Disneyland Paris, Hallmark a fait sa chaîne. Et c'est des films qui sont en fait aujourd'hui quand même devenus un business à part parce que ça représente 30% du chiffre d'affaires d'Hallmark par exemple aujourd'hui la chaîne. Ah ouais. Et ça coûte pas cher à faire en fait. C'est moins de 2 millions d'euros la barre par film. Et donc effectivement, c'est racheté en plus après à l'appel à l'étranger. Ça cible une cible qui est extrêmement
extrêmement intéressante pour les studios en termes de publicité, enfin pour les annonceurs en termes de publicité, qui est du coup une cible généralement féminine entre 25 et 49 ans. Donc en fait, tu peux vendre ça partout dans le monde. Et oui, je pense que ça peut aller plus que 49 ans. Je pense que c'est beaucoup plus. Les chiffres sont particulièrement forts sur cette cible-là. Sur cette cible-là. Et donc du coup, tu vends ça partout dans le monde pour une bouchée de pain, y compris en France. Et c'est tu vends des pubs et en fait tout le monde y trouve son intérêt parce que typiquement TF1 et M6 en achètent beaucoup et c'est de plus en plus tôt. C'est-à-dire que il y a 10 ans, ça démarrait à peu près autour du 5 décembre. Aujourd'hui, ça a démarré vraiment cette année, c'était le 14 octobre. Je crois, le premier film. Noël est de plus en plus. Le premier film de Noël avec ce moment vendre, sanctuarisé du début d'après-midi jusqu'à 17h. C'est la sieste. La sieste où vous allez avoir votre téléfilm de Noël tous les jours pendant 2 mois, voire 3. Donc c'est devenu un business vraiment rentable pour beaucoup de gens. Et le film que je mentionnais s'appelle Coup de foudre à Noël, avec Thomas Sisley et Julie Debona, sur un scénario de Amanda Stairs. Sauf aucun effort sur le titre. Coup de foudre à Noël, quoi. Non, mais en fait, je crois que c'est une collection Coup de foudre. En fait, pour TF1, il y a Coup de foudre à différents endroits, et là, c'était un coup de foudre à Noël. Exactement comme les meurtres. Si on a terminé, je vais peut-être vous demander quel est pour vous le film de Noël que vous recommanderiez. Moi, je vais commencer. C'est Le Père Noël est une ordure et voilà, haine orageux. Roman. Moi j'en ai 2. Je pourrais parler Milan de The Holiday. Je pourrais faire un focus là-dessus. Parce que justement, je disais qu'est-ce qu'on a envie de voir dans un film de Noël, et c'est-à-dire pas forcément Noël, mais le récit qui est à côté. Moi je trouve que c'est un film qui parle de cinéma. C'est le Babylone de l'époque. C'est vraiment un film qui raconte ça. Il y a le petit papy à côté, le mec qui fait de la musique de cinéma, de film. Il y a les acteurs, puisque Jude Law c'est quand même un acteur. Il y a le monteur de bande-annonce, la monteuse de bande-annonce. La monteuse de bande-annonce, Cameron Diaz. Et puis un petit papy qui a écrit des films d'antan et puis qui va être récompensé. C'est vraiment un film qui raconte. Et puis d'ailleurs, c'est aussi Kate Winslet qui finit par dire qu'elle va être le main character donc le personnage principal de son propre film, parce qu'elle se fait tout le temps marcher dessus. Donc je trouve que c'est un grand film qui parle de cinéma. Et après, dans un tout autre registre, beaucoup plus dramatique, mais quand même romantique, c'est Carole, qui est vraiment. J'ai pas besoin que ce soit Noël pour regarder. Ouais, de Todd Haynes. Pas besoin de Noël pour le regarder en boucle, c'est génial. Valentin ? Moi, je vais réhabiliter effectivement Desplechin. Alban allait peut-être le faire, mais effectivement, un conte de Noël, c'est un chef-d'œuvre. Donc, n'en déplaise encore une fois orageux. Voilà. Et par ailleurs, peut-être le Pôle Express de Zemeckis, qui à la fois a eu la capacité de m'émerveiller quand j'étais enfant, et qui, je pense, quand je l'ai revu. Et qui t'effraie aujourd'hui ? Un peu, mais parce que mais qui me fascine un peu, parce qu'il y a une dimension, il y a une tentative formelle, comme souvent chez Zemeckis, d'animation qui est hyper novatrice. Donc c'est assez impressionnant, et donc du coup, pour moi, ça caractérise à la fois un projet esthétique intéressant, et puis vraiment, ça encapsule l'esprit de Noël, C'est qu'est-ce qui se passerait si un gamin était vraiment à bord d'un train qui va au pôle Nord, Incroyable. Yuri ? Je vais faire mon basique garçon et dire Die Hard, meilleur film de Noël de tous les temps. Et il y a Laurent qui vient de dabber. Tu es d'accord avec Yuri, donc ? Il a 95 ans, donc il dab, nous dit-il. Rita ? En fait, je réalise que je n'ai pas vraiment. J'adore The Holiday, je le revois, mais je le vois 3 fois par an, et c'est pas une blague. À des moments qui sont pas Noël, mais généralement à Noël, j'aime beaucoup revoir All That Heaven Allows, de Douglas Sirk, donc vraiment très. Pas un film de Tout Noël. Ce que le ciel permet, je crois, en français. Et sinon, j'aime énormément aussi de Little Women de Greta Gerwig, qui est aussi. Les 4 filles de Dr. March. Oh Mais ça, et pour un truc beaucoup plus que cliché, je revois souvent Maman, j'ai raté l'avion 2. Parce que quand j'étais petite, c'est un film qui m'a donné envie d'aller à New York. Et parce que tu adores le caméo de Donald Trump. Bien sûr. Et toi, tu regardes de toute façon, on sait, tous les téléfilms de Noël, puisque tu pas du tout. Écoute, Rita. Non, Prime Dog, vraiment t'en pas. T'en as vu 8 cette année. 8 ? Un truc comme ça, tu m'avais dit. Non, mais j'exagère. Il n'y a pas de honte, Rita. Alban ? Est-ce que Emmanuel Mouret a fait un film de Noël ? Non. Pas encore. Mais je dirais peut-être un film d'Abel Gans. Non, pas du tout. Non, je pense effectivement, je trouve que. J'y ai cru. Non. Un conte de Noël, effectivement, moi aussi je trouve que c'est un chef-d'œuvre, c'est même mon film préféré de Desplechin. Et j'aime beaucoup aussi Un jour sans fin, je sais pas pourquoi je le mets dans cette catégorie-là, mais Un jour sans fin. Alors pourtant, ça se passe le jour de la marmotte et pas le. Ouais, je sais, mais. En fait, il y a ce truc-là, on en a un petit peu parlé avec Roman, où effectivement les films de Noël sont pas forcément obligés de se passer à Noël, mais c'est des films que tu veux revoir à Noël. Exactement. En fait. J'ai ça, et j'ai un film que j'avais vu en décembre, qui était sorti en décembre il y a quelques années. Je sais pas pourquoi, j'ai un truc avec ce film, c'est Je fais le mort avec François Damien. Ouais. Ça se passe dans un chalet à Chamonix, et j'ai trop envie de voir ça à Noël à chaque fois. Donc c'est peut-être traumatique, hein, mais. Félix ?
Moi, je vais faire simple. Je pense que c'est Gremlins. J'adore ce film. Je trouve ça hyper mignon. Et en même temps, c'est terrifiant. C'est un super. Pour les enfants, je trouve ça très bien. Tellement ta DA. Et on peut peut-être parler, pour suivre l'actualité, il y a Red One qui vient de sortir, et qui n'est pas seulement le nom d'un producteur de musique, mais le nom d'un film qui a l'air atroce et qui a coûté genre 3 milliards de dollars avec Chris Evans et Dwayne The Rock Johnson, sur Prime Video actuellement. Je vous laisse voir la bande-annonce, moi ça m'a donné des problèmes. Bah écoute, on ira peut-être voir Nosferatu, en tout cas pour ceux qui aiment passer des Noëls, pas le tien. Joli, ça a l'air d'être un film d'une comédie musicale de Noël, non? Tout à fait. Et tu as mentionné tout à l'heure, on n'a pas parlé des films Barbie, mais peut-être qu'un jour, Rita, on fera Passion. Moi, c'était Casse-Noisette que je regardais beaucoup à Noël avec ma petite sœur. Donc, on fera peut-être un focus. Lac des Cygnes, Barbie et les 12 princesses, Barbie Mariposa. Alors, je sais pas tout vu non plus. Alors, ce sera pour 2025. Voilà, ce sera un focus parallèle. Peut-être qu'on sera que toutes les deux sur les films Barbie. Là, c'était les films de Noël. Bah écoutez, n'hésitez pas à en rattraper certains si vous voulez varier de votre petit film de Noël habituel sous une couette. On va maintenant parler du troisième et dernier film au programme ce soir. C'est Au cœur des volcans de Werner Herzog. This film is in memory of Katja and Maurice Kraft, volcanologists from the Alsace region in France. Almost everything that we are going to see is footage shot by them. La bande-annonce qu'on vient d'entendre, c'est celle donc du documentaire de Werner Herzog Au cœur des volcans, Requiem pour Katja et Maurice Kraft. Il y a 2 ans, on a vu Fire and Love, le génial documentaire de Sarah... Fire of Love, oui. Le génial documentaire de Sarah Doza, donc c'était le premier film d'ailleurs, sur ce même couple. Et cette fois-ci, Werner Herzog donc s'attaque à son tour donc à ce couple de vulcanologues français qui sont Katja et Maurice Kraft. Pendant 2 décennies, le couple a parcouru la planète pour traquer les éruptions et les documenter, avant d'être emporté par une explosion volcanique au Japon en 1991. Ici, Herzog s'empare donc des archives du couple Kraft et décide de leur rendre hommage dans un documentaire qu'il narre en voix off, Laurent. Oui, tout à fait. C'est vraiment ça en fait, c'est-à-dire qu'il reprend les images des époux Kraft et il parle dessus. Et je trouve que c'est un film assez incroyable en fait, parce que je trouve que c'est une leçon de cinéma parce que ça montre bien que en fait une personnalité comme Werner Herzog a juste besoin de choisir des images et d'en faire une curation, de mettre de la musique pour amener en fait son originalité et son point de vue dans ce film. C'est-à-dire qu'à la fois, j'ai trouvé que le film était intéressant parce que les images présentées sont incroyables et en effet, le point de vue du film, c'est de dire que les époux Kraft sont des cinéastes. Et leurs images sont incroyables. Et quand on voit les images, ça ne fait aucun doute. Ouais. Et je trouve que ça permet aussi de montrer l'esprit, en fait, la vision de Werner Herzog sur ces gens, la manière dont il les présente, la manière dont il les perçoit, dit quelque chose de qui il est. Et je trouve qu'en fait, sa personnalité qui transparaît dans le film est fascinante. C'est-à-dire que moi, je connais pas vraiment le cinéma de Werner Herzog, enfin très mal. Mais honnêtement, ça me donne envie de regarder sa filmographie, quoi. Quand je l'entends parler de ce truc, quand je l'entends faire les réflexions, les choix de musique, la manière dont il amène, en fait, ça, je trouve ça incroyable et que ça en fait du coup. Il y a un chien qui est en train de mourir dehors, visiblement, qui hurle. Tuez-le plus vite. Non, tranquille. Non, j'adore les chiens, c'est horrible. Je vais me faire taper dessus à la maison. Tu vas surtout te faire taper dessus ici. Oui, notre note va baisser sur Apple Podcast. Voilà, à cause de toi. Je vais me faire taper dessus partout. Enfin, je mérite globalement. Toujours est-il que non, moi je trouve ce film assez passionnant parce que ça parle des Kraft et de Werner Herzog et que les deux ensemble, ça donne un mélange étrange mais détonnant, si je peux me permettre. Il a osé. Éruptif, ouais, je vais peut-être arrêter là. En fait, je vais arrêter là. Je vais juste arrêter là. Tu vois, on va arrêter. Valentin, ça t'a aussi beaucoup plu ce Au cœur des volcans et notamment cette espèce d'approche très solennelle. Il appelle ça un requiem d'ailleurs. Ah bah oui, puis on a que des requiem tout long quasiment. Non, je trouve que c'est en termes de musique. En termes de musique, ouais. Non, mais j'ai trouvé ça assez génial en fait parce que c'est presque un film que tu peux
tu peux écouter sans le voir en fait. Il y a juste à se laisser bercer. C'est un peu terrible, mais tu peux te passer des images tellement les choix de Béos sont incroyables et à quel point c'est illustré de manière géniale. Son commentaire, il est à la fois un peu absurde et en même temps hyper solennel et en même temps hyper intimiste parce que parfois il se permet des commentaires et des petites digressions et on s'amuse et c'est super sympa. Le fait de récupérer les archives, de les monter de cette manière-là, je trouve ça génial. Je trouve que c'est vraiment un geste de documentaire hyper simple, mais hyper pur, de quelqu'un qui est très sûr de soi, qui est très sûr de sa démarche, qui est très sûr de son histoire aussi et de ce qu'il raconte avec ce couple-là qui, effectivement, ne sera jamais grand-chose de plus qu'une sorte de duo d'icônes qui, comme ça, va observer des volcans jusqu'au jour où il y en a un d'eux qui décide de les happer, quoi. Donc je trouve ça vraiment assez bouleversant à la fois dans la forme et dans ce que ça raconte de ces deux personnes dont on ne sait pas grand-chose en définitive quand on les laisse. Oui, d'ailleurs, c'est peut-être la grosse différence avec Fire of Love que je crois que pour le coup tu as vu, Manon. On va dire Fire of Love était beaucoup plus sur le couple, etc. Et on arrivait à l'idée qu'en réalité c'était des cinéastes. Et là, c'est presque le point de départ. Donc, c'est deux films qui pourraient être complémentaires. Ouais, presque. Le point de vue de Fire of Love, d'ailleurs, c'est tout le titre du film. Et moi, c'était peut-être un point de vue que je trouvais un peu plus de cinéma et qui m'a peut-être un peu plus séduite. C'était vraiment sur comment leur amour entre eux et leur amour des volcans, ça a créé un espèce de triangle amoureux des extrêmes, quoi. C'est ça qui les a poussés toujours plus loin et à s'approcher toujours plus près de tout. Et puis même je trouve que le travail de sélection des archives, il y avait aussi des interviews d'eux, donc on les voyait vraiment parler à la caméra. Le commentaire de la réalisatrice, je trouvais qu'il y avait quand même un travail de cinéma, entre guillemets, un peu plus abouti que là, où c'est, pour le coup, un peu plus un commentaire d'archives intéressant, hein, mais voilà, je le trouve un peu moins. Je trouve qu'il y a moins de points de vue. Moi, ce que j'aime bien en revanche dans celui-là, c'est quand même je trouve qu'il a un petit ton, Werner Herzog. Des fois, on dirait pas qu'il est déçu d'eux, mais en fait, tout ce qu'il raconte, c'est comment ils ont créé leur propre légende et ils sont devenus à la fin presque plus des réalisateurs de cinéma que vraiment des scientifiques, quoi. Oui, il délaisse la science pour le cinéma. Et tu sens quand il raconte ça qu'il a, je sais pas, comme un petit ton un peu. Il y met vraiment. Il y a du subjectif là-dedans, quoi. Vraiment, il y apporte son. Non, j'aime bien ce regard quand même posé sur ce couple-là, qui sont quand même beaucoup moins, je trouve, dans le documentaire d'Herzog, héroïque que dans Fire of Love, quoi. On est moins sur cette figure du héros. Et voilà, mais les images sont évidemment saisissantes, mais bon, c'est leurs images à eux, quoi. Et je crois qu'il en reste encore, je lisais un article, je sais plus, dans Libé ou dans Télérama, qu'il en reste encore énormément à exploiter d'images. Ils ont laissé des centaines d'heures de rush, de photos et tout, donc j'ai trop hâte de voir ce que d'autres. Un troisième documentaire. Il faut faire un triptyque. Mais ce que Werner Herzog amène, c'est de la bizarrerie. Il a l'air authentiquement bizarre, ce mec. Enfin, franchement, les réflexions, les trucs qu'il a, et c'est ça qui est fascinant, c'est que cette personnalité-là, je trouve, transparaît dans tout le film. Ouais, et on sent presque comme presque un peu de, parce que je crois qu'il s'est beaucoup intéressé. Un peu de jalousie. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Voilà. Il s'est intéressé beaucoup aux volcans, je crois. Il a vu aussi les volcans, quoi. Mais non, mais genre, globalement, dans la filmographie de Herzog, notamment sur ses documentaires, et quand c'est des documentaires sur ce genre de sujet, on pense à Grizzly Man, mais on pense à également La Grotte des Rêves Perdus. Documentaires sur des volcans, ouais. Ouais, et les autres documentaires sur les volcans, il y a La Grotte des Rêves Perdus sur l'art préhistorique. Il a une espèce en effet de fascination pour le geste artistique primitif, complètement naïf, et pas naïf, mais qui n'est pas voué à être artistique, en fait, qui n'est pas voué à être geste d'art. Un truc d'obsession, quoi. Et il est complètement obsédé par ce truc mais en fait ces gens, Timothy Treadwell dans Grizzly Man, qui filme des images pour personne d'autre que lui-même, en fait des images qui sont incroyables, et il dit mais ce mec là, sans aucune école de cinéma, sans rien, est le plus pur des cinéastes jamais vus, et en effet il a une sorte, comme tu dis, de respect et en même temps un peu de jalousie, parce que lui, en fait, cette pureté, il ne l'atteindra jamais et il le sait, et du coup c'est pour ça qu'il parle avec son accent allemand absolument magnifique. Super, ouais. Voilà. Et d'ailleurs, c'est plutôt Maurice Kraft, en fait, qui est un cinéaste, et Katia Kraft, qui est plutôt une photographe. Oui. Mais toi, tu connais un peu plus le cinéma de Herzog que Laurent, peut-être, ou pas tant? J'ai vu Aguirre et Fitzcarraldo notamment, mais effectivement, il y a c'est un motif qui effectivement est même présent dans la fiction quand il réfléchit, parce que en fait, Fitzcarraldo, c'est ça. Complètement ça. Le mec est complètement allumé. Il a décidé de faire un opéra à Manaus, au milieu de la forêt. Bon, en fait, il va le faire ou il va pas le faire d'ailleurs, mais son geste en lui-même, il vaut existence, quoi. Et effectivement, tu sens une sorte de jalousie qui pointe, en tout cas de fascination pour cette figure-là. Donc, je trouve que en fait, quand tu dis qu'il y a pas
pas de point de vue, ça m'interroge parce que je trouve qu'au contraire, en fait, comme il n'y a pas de structure narrative, en fait, il s'en remet pas à aucune ficelle de documentaire, c'est-à-dire qu'il balance une archive brute et il commente. Et donc, du coup, moi, je suis avec lui pendant 1h20, je vois des images incroyables et je sens qu'il essaye de lui-même, au fur et à mesure, par itération, en fait, à la fois de brosser une sorte de portrait parce qu'il y a des petits éléments qui transparaissent, parce qu'en fait, on n'en a pas parlé non plus, mais ces personnages périssent donc du coup dans un accident, de fait oui c'est un accident, mais lui le film pousse à dire qu'ils ont fini par le provoquer en s'approchant toujours plus, mais il y a quand même 43 personnes qui sont mortes, ils ont emmené avec eux beaucoup d'autres journalistes et beaucoup de gens qui étaient guides dans ce problème-là, il y a eu un scandale monstrueux au Japon à l'époque, et il parle du fait que typiquement le mari l'a un peu entraîné elle et qu'il l'a un peu poussé un peu plus loin que ce qu'elle aurait bien voulu, donc parfois par petits ricochets on comprend quand même des choses, et lui-même en fait je pense qu'il réfléchit sur pourquoi ça l'intéresse, et du coup en fait je suis dans une espèce de processus moi-même où je vois ça, je suis happé par l'ambiance du documentaire qui est encore une fois magnétique, et les choix musicaux sont incroyables, je me balade à droite à gauche, je vois plein de votes de camp, je vois plein de trucs et je m'interroge sur pourquoi en fait ça m'intéresse qu'on me montre ça, je trouve que c'est un processus qui est hyper riche et qui est permis par le fait que c'est vraiment dans sa tête à lui, son point de vue c'est vraiment son processus de réflexion, et je trouve ça assez fascinant parce que c'est un peu brutal comme geste, et du coup c'est un peu rare quoi, et je pense qu'en vrai si c'était pas Werner Herzog ce projet il se monte pas, et du coup je trouve que c'est très cool de l'avoir comme ça en fait, sans même retouche, encore une fois sans volonté de faire narration en fait, je trouve ça vraiment assez pur. Oui, quand je disais pas que c'est un commentaire, je suis un peu dure, c'est plus une analyse d'image. Il y a des fois, je trouve ça assez marrant encore une fois, c'est très subjectif, mais il disait qu'elle n'était pas hyper à l'aise avec la caméra, donc il montre certains plans où elle disparaît assez rapidement du champ, et je pense que c'est peut-être sa pure analyse à lui, et ça vaut absolument pas pour vérité, mais oui, c'est pas juste du commentaire, c'est de l'analyse d'images filmées par d'autres, qui moi m'intéresse un peu moins que raconter une histoire d'amour, mais je pense une que histoire le de fait que tu aies vu l'autre documentaire avant change complètement ton approche. Images, tu les as déjà vues. En fait, il y a beaucoup d'images que tu as déjà vues. Moi, j'ai pas vu celui d'avant, donc c'est vrai que Parce que moi, j'ai vu Fire of Love aussi, et donc évidemment, je vois le film et je peux que les comparer. Mais on vous encourage à aller découvrir Au cœur des volcans de Werner Herzog, et puis si vous voulez pousser plus loin, vous pouvez rattraper Fire of Love qui est disponible sur Disney+. C'est maintenant l'heure des recos de la perche. Perdons pas de temps, Salam Alek. Si j'en crois mes informations, le temps travaille contre nous. C'est bien ça, Jimmy? Oui, à 100%. Alors voyons voir. On commence les recos de la perche avec toi, Rita, puisque tu es allée voir Everybody Loves Touda, le nouveau film de Nabil Ayouch. Lui-même, Nabil Ayouch, qui est donc le cinéaste marocain contemporain que les gens connaissent, si tant est qu'ils connaissent, un cinéaste marocain, avec qui j'ai... Petite notoriété, pas mal de Cannes. Oui, à Paris, quoi. Pas non plus... non, mais le milieu cinéphile. Voilà. Qui s'intéresse à la province, enfin. Mais ils ont Internet, on peut. En tout cas, étant née, ayant grandi à Casablanca, n'ayant pas de nationalité française, donc étant marocaine finalement, j'ai une relation très conflictuelle avec le cinéma de Nabil Ayouch qui tantôt m'énerve et d'autres fois m'agace. Parfois, une percée, et je trouve ça intéressant, mais c'est jamais de son fait à lui, c'est souvent du fait de ses acteurs et actrices, ce qui fait que je pense que c'est un super directeur de casteur, quoi. Ouais. Ou alors il s'entoure très bien, puisque dans Everybody Loves Touda, c'est une femme qui est une chira, c'est un type de chanteuse au Maroc qui a souvent été disons confondue pour des prostituées, pour le dire simplement. C'est des femmes qui ont une voix hyper reconnaissable et spécifique, vous pouvez l'écouter rien que dans la bande-annonce ou même écouter des chanteuses c'est très joli, mais très particulier, et la chanteuse dans ce film est interprétée par une actrice qui était déjà dans le film Adam, qui est le premier film de Mariam Touzani, qui est la co-scénariste de ce film-ci et l'épouse de Nabil Ayouch. Et c'est donc Nisrine Erhadi, qui est incroyable. Vraiment, c'est une de mes performances préférées de l'année potentiellement. Par contre, à côté de ça, moi, je veux créer un challenge pour 2025, que tous les cinéastes, réalisateurs, en fait, arrêtent de caractériser leur personnage féminin par un viol dans la première scène. Ça sert à rien, c'est rarement intéressant pour la suite du film. Tu peux supprimer la scène les 3/4 du temps, ce que ça change rien, si ce n'est que je passe un meilleur moment quand elle n'y est pas. À part ça, en fait, c'est un film qui dure 1h40. Sur les 1h40, il va y avoir 20 minutes qui vont ensuite être répétées sur le reste. C'est la même scène 30 fois. C'est une scène d'agression sexuelle suivie d'une scène de Touda qui explique que elle veut s'émanciper, suivie d'une scène d'agression sexuelle où on la respecte pas. Ouais.
c'est pas si hardcore que je suis en train de le décrire, mais c'est vraiment, en fait, c'est usant et c'est surtout. Est-ce que c'est un canevas qu'on a déjà oui, énormément c'est trop vu, dommage parce que ouais. en fait, ce mec est le seul qui arrive à capter l'attention outre Méditerranée de spectateuristes, en tout cas parisiens, pour montrer un peu la culture marocaine ou en tout cas les questionnements qu'on peut s'y poser. Et en fait, il le fait toujours par un prisme très occident gaze. On va inventer un nouveau terme tous les jours, mais où en fait, il présente tout ce que les Français veulent voir du Maroc. Et c'est pas pour dire que c'est faux, mais juste pour dire que c'est très incomplet et que même dans son traitement de la ruralité versus Casablanca, qui représente l'urbanisme absolu au Maroc, je trouve ça très idiot et très abstrait comme manière de le faire. Et c'est hyper dommage. Et il y a même pas de jolis plans sur tous les paysages tellement différents que tu peux voir entre les villes et la campagne, parce que le film commence dans la campagne et termine à Casablanca. C'est juste moyen. Pour vous dire, le film se termine sur elle monte dans un ascenseur et elle pense qu'elle est arrivée, et en fait elle arrive au 30 millième étage d'un immeuble casablancais hyper fancy dans une soirée de gens riches, et en fait on la respecte toujours pas, donc elle reprend l'ascenseur en descente. Je suis désolée, je spoil tout, mais enfin en fait c'est du Fellini, quoi. Ouais, exactement, mais enfin juste elle reprend l'ascenseur en descente, et le dernier son qu'on entend du film, c'est la voix de l'ascenseur. Par ailleurs, il y a aucun ascenseur à Casa qui dit en anglais what the fuck, genre vraiment qui dit going down. Et voilà. Donc je pense que ça résume le film. Je suis extrêmement déçue, mais en fait j'ai envie de l'encourager à le voir parce que Nisrine Erhadi est vraiment trop bien dedans. Donc Rocco ou contre Rocco? Semi-Rocco. Semi-Rocco? Non, voyez Adam en fait, où elle est dedans et elle est super. Et pour le coup, Mariam Touzani a fait 2 films, ça et Le Bleu du Caftan, qui sont tous les 2 super. Donc voyez plutôt les films de Mariam Touzani. Laurent, toi tu es un immense fan de Jesse Chandor, le réalisateur de Margin Call, de All Is Lost, de Most Valentière, plus récemment Triple Frontière, et tu nous donnes des nouvelles pas très bonnes de Jesse Chandor, qui a réalisé Craven le chasseur. Qui est en gueule de bois, je pense. Il était déjà un peu dans Triple Frontière. Un peu dans Triple Frontière, je suis d'accord. En fait, moi j'aime beaucoup ce réalisateur. Je trouve que ses 3 premiers films sont soit brillants, soit vraiment très bons. Beaucoup plus de mal avec sa Netflixerie qui est quand même nettement plus faible. Et là, en fait, c'est marrant parce qu'il descend encore une échelle, quoi. C'est-à-dire qu'il fait. Lui aussi, il est dans l'ascenseur. Voilà, il fait une espèce de marvelerie de 3e zone pour Sony, d'un super-héros, honnêtement, dont j'avais jamais entendu parler, et qui raconte l'histoire de Craven The Hunter, qui est une espèce de super-héros qui a des super-pouvoirs parce qu'il a bu une flasque de potion qui le rend plus rapide. Non, c'est pas. Astérix off. C'est-à-dire que là, il a bu qu'une seule fois, oui, parce qu'il est russe. Parce qu'il il est joué par Aaron Taylor Johnson. Il est joué par Aaron Taylor Johnson. Et il l'a bu qu'une seule fois, en fait, donc c'est pas complètement Astérix. Et en gros, en fait, il a un peu les mêmes pouvoirs que Spider-Man, mais sauf que c'est pas Spider-Man, quoi. Il est un peu plus musclé, un peu plus rugueux, quoi. Mais voilà. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a en fait rien qui va du tout. C'est-à-dire que en fait, je ne comprends pas l'intérêt du projet déjà. C'est-à-dire que pourquoi adapter un truc dont tout le monde se fout, parce que clairement Craven the Hunter, tout le monde s'en tape. Moi, je connais personne qui connaît et je connais personne que ça intéresse. C'est le fond de tiroir qui reste à Sony en fait, de chez Marvel. Non, c'est un des grands ennemis de Spider-Man, c'est pour ça que c'est adapté. Ok. Et écoute, alors du coup, c'est pour ça qu'il a un peu les mêmes pouvoirs. Pas du tout clair. Ah waouh. Mais du coup, d'accord, c'est un des grands ennemis de Spider-Man. Je l'ai jamais vu dans aucun dessin animé ni adaptation. Ah, dans le dessin animé, nous dit Félix, je l'ai pas suffisamment bien regardé. Toujours est-il que, en fait, ça reste quand même un personnage de 3e zone, soyons sérieux, qui est quand même globalement un peu pourri, qui a des antagonistes, on comprend pas trop à quoi ils servent. Mais surtout, c'est lui-même un antagoniste. Un peu moisi. Non, lui, c'est un héros. Venom, c'est toute cette série-là où en fait c'est les méchants dont on va faire des films. Blablabla. Et en fait, lui, clairement, en fait, son père est un mafieux russe, et lui, il est en rupture de ban avec son père, et en fait, il se retrouve, il chasse des mafieux, en fait, et des tueurs. C'est pour ça qu'il est le hunter, tu vois. En fait, ce qui est marrant, c'est que à la fois, tu vois, personne comprend l'intérêt du projet parce que tout le monde s'en fout. C'est-à-dire que le scénario, en fait, aurait dû killer dès qu'ils ont vu la V1. Je comprends même pas comment est-ce que ce truc a pu aller au bout. C'est nul. C'est-à-dire que ça va nulle part. Ça n'a aucun sens. Les dialogues sont scandaleux. Les personnages sont nuls. C'est honteux, en fait, de A à Z. Et on a collé Jesse Chandor là-dedans par pur chantage, en fait, je pense, parce qu'en gros, non, mais c'est ça. C'est en échange d'un autre film avec Sony. Tu vas faire le film et après, on va te financer ton film à toi derrière. Et en fait, lui-même, tu vois, tu sens qu'en fait, ce qui est fou, c'est que c'est pas vraiment un tâcheron. C'est-à-dire qu'il a quand même 2-3 moments où ça surnage un peu, où quand ça se bat, c'est un peu rigolo. Mais le problème, c'est qu'il est porté par des situations qui n'ont pas de sens, des personnages tout pourris, des CGI dégueulasses.
que en fait personne n'a envie de faire ce film, quoi. C'est une catastrophe. Donc je vois pas comment est-ce que les gens pourraient avoir envie de le voir. D'ailleurs, le film se vautre de manière très très violente aux États-Unis, au point où je crois qu'ils ont arrêté la volonté de faire des Marvel chez Sony. Ils ont arrêté les frais. Ils ont dit on fait. Ça suffit maintenant. Mais un prédit, c'est encore heureux. Clairement, il fallait le faire. Il y a 1 voire 2 films. C'est-à-dire que moi, quand je vois ça, 10 ans, ouais. je suis déprimé. C'est puissant. En fait, et ce qui est fou, c'est que c'est même presque plus une histoire d'argent. C'est plus un truc de en fait, comme plus personne n'a envie de bosser dessus, maintenant on arrête. Enfin, tu vois, moi c'est l'effet que ça me fait, quoi. Et tu disais que c'était très mal écrit, qu'ils auraient dû le kill en V1. En général, Jesse Chandor écrit ses films tout seul. Là, il n'a pas participé au scénario, ils s'y sont mis à 3. Ils auraient mieux fait faire autre chose, quoi. Enfin, Yuri, toi, tu es allé voir un vrai super-héros. Ce vrai super-héros, c'est Mufasa. Et ben, dans la catégorie de cinéastes qu'on a tant aimé pour un film qui s'appelle Moonlight et qui going down dans l'ascenseur au cinéma, c'est Barry Jenkins qui vient avec le prequel du Roi Lion en animation 3D. Préquel de Shakespeare, du coup, il se permet. Parce que le Roi Lion, c'est une adaptation, non? C'est plus. Enfin, alors, si on veut être vraiment sérieux, le Roi Lion est un plagiat de Kimba, le Lion Blanc, un animé japonais, mais Kimba est lui-même une adaptation de Hamlet. De Hamlet. Qui est vaguement plagié aussi. Enfin, il y a des histoires très sombres. Mais Disney est mieux que Shakespeare. Vous remarquerez que nous ne parlons pas du film que j'ai vu ce matin à 8h55. J'ai testé pour vous. Quel bon élève. En anglais, dans une salle remplie de retraités et de SDF. C'était particulier. Il y avait, comment dire, je suis sidéré par ce film parce que vraiment, c'est vraiment le film où tu te dis, mais ça ne sert à rien. C'est inutile de la minute 1 à la minute 100. Ça dure 2 heures, c'est hyper long. Et tout le monde, qu'est-ce qu'ils sont allés foutre dans cette galère, quoi. C'est vraiment juste une ressucée du Roi Lion. Globalement, le seul truc que ça t'apprend, c'est Scar et Mufasa, ils étaient copains. Puis à un moment, ils étaient plus copains. Mais ils sont frères. Non, ils sont mais je crois qu'ils sont pas frères. Ils sont adoptifs. Oui, ce qui justifie entièrement la lutte de Scar dans le Roi Lion. C'est ça. Scar, c'est le meilleur personnage. Mufasa est fils adoptif et Scar est aussi un autre fils adoptif. Non, Scar, c'est le fils légitime. Donc en fait, Mufasa qui est le fils adoptif, il a pris la place de son frère qui est un fils légitime. C'est genre dingo. Du coup, dans le Scar est un gentil, en fait. Bien sûr. Et en fait, non, en vrai, c'est un incel. Globalement, c'est un incel parce que globalement, l'histoire, c'est que oui, mais complètement, parce qu'en fait à un moment il croise une lionne et Scar il se dit oulala, moi en tant qu'héritier légitime j'aimerais bien gérer cette lionne, sauf qu'évidemment elle part avec Mufasa et du coup Scar a le méga seum et trahit Mufasa, donc c'est 100% un incel. C'est illégal. Scar il veut chef des lionnes, quoi. Ouais. Attends, non mais ok, tout ça autour d'un amour déçu. Là où d'un point de vue technique je me suis quand même posé la question de la pertinence de ce film, c'est que c'est des animaux et ils ressemblent à des animaux réels, sauf qu'ils parlent et ils chantent. Et il y a ce truc de, ils sont hyper bien faits. Et puis ils chantent, ils dansent et tout. Et t'es là genre, mais attends, je comprends pas le concept. Et en vrai, il y a quand même un truc où un lion ressemble à un lion. Et un lion ressemble à un autre lion. Et une lionne ressemble à une autre lionne. Et donc, le moment où Mufasa retrouve sa mère, je me dis, mais attends, c'est sa meuf, femme. C'est sa mère. Et le plan d'après, il fait des poutous à sa meuf. Je me dis, mais attends, c'est sa meuf ou c'est sa mère? Et j'ai pas arrêté de me poser ce genre de questions, me dire, mais en fait, ce n'est pas une bonne idée de faire un film qui a l'air réaliste comme ça et de les faire chanter. Genre, c'est pas ok, quoi. Les chansons de Lin-Manuel Miranda elles sont à chier, je suis désolé. Okay. Rien ne va. Oh non, rien. Non, mais lui, il va aussi, là pour. Il est dans l'ascenseur. Lui, en fait, il fait comme Jesse Chandor, il va cachetonner pour se faire financer, j'imagine, un autre projet à côté, parce que franchement, c'est des rip-off, des chansons de base. C'est vraiment pas bien. Voilà, moi, en fait, je suis triste aussi pour Barry Jenkins d'aller s'être enfoncé là-dedans. Il s'est marié, il a l'air heureux, c'est pas grave. Bon, super. Bon, Laurent et Yuri, vous avez passé une très mauvaise semaine. Rita, pas tellement meilleure. Alban, en revanche, toi, t'as une bonne découverte à nous partager, c'est Joanne. Joanne, mini-série britannique qui a été créée par Anna Simon, que je ne connais pas, et Richard Laxon, que je ne connais pas non plus. C'est diffusé depuis la fin septembre sur ETV en Angleterre et c'est disponible en France sur Canal. Et c'est la série qui est adaptée des mémoires de Joanne Hannington, qui est une personnalité apparemment connue de la pègre londonienne. Et c'est une série qui met en scène donc Joanne, qui est jouée par Sophie Turner, ouais, de qu'on a connue dans Game of Thrones, qui est c'est aussi pour ça que je voulais en parler, qui est une super actrice, en tout cas que je trouve vraiment fabuleuse dans cette série. Et son mari, qui est joué par Frank Dillon, que je ne connaissais pas si ce n'est pour avoir joué, je crois, à Voldemort quand il
était Exactement, il a joué l'enfant Voldemort et il était dans un des spin-offs de Walking Dead. Voilà, et qui ressemble étrangement à Johnny Depp en moins bien. Oui, avec les cheveux toujours sales aussi, ouais. je sais pas pourquoi. Non, c'est très. Je te jure, au début, je me suis dit, mais c'est Johnny Depp. Enfin, vraiment, un peu rajeuni. Ouais, j'ai bugué. Toujours est-il que la série, il y a 2 épisodes qui sont sortis pour l'instant, ça sort tous les jeudis, donc j'ai vu les 2 premiers. C'est une belle surprise parce que tout le côté film policier, film de casse, etc., série policière, série de casse, ça marche très très bien parce que c'est assez rafraîchissant la manière dont c'est joué et que Sophie Turner amène une sorte de souffle assez rafraîchissant pour la série, et que par ailleurs il y a une sorte de veine un petit peu sociale qui moi m'a beaucoup plu dans le film parce que en fait dans la série parce que Sophie Turner essaye de s'échapper en fait de son milieu, de donner un meilleur avenir à sa fille qui est placée en attendant dans une sorte de famille d'accueil temporaire, mais on comprend assez vite en fait qu'elle va avoir du mal à la faire sortir de cette famille d'accueil. Et je trouve que vraiment les moments entre Sophie Turner et sa petite fille qui s'appelle Kelly en fait dans la série sont vraiment bouleversants, et c'est ça qui me permet vraiment d'aller ensuite plus facilement dans la légèreté, parce que je trouve que pour l'instant le